Ben, moi, je propose d'y aller, hein, Mhm. tout Oui, simplement, oui, si vous êtes allons-y. prêts. Ben, Oui, oui. déjà, ben, bonsoir et bonsoir mes chers amis, collègues, frères. Moi, je Bonsoir. suis très, très, très heureux, très enthousiaste de partager cette soirée sur cette thématique parce que ça fait un bout de temps que j'avais envie de faire ce live avec vous deux. Et puis là, c'est l'actualité nous amène peut-être plus que jamais à apporter des éléments nouveaux, des choses peut-être que les gens connaissent. Donc on va passer à mon avis une très très belle soirée. Donc juste on va faire un petit tour de table rapide. Donc moi je m'appelle Laurent Roussel, je suis l'initiateur de Vibré Local, concepteur de la plateforme d'une part et aussi l'un des cofondateurs de l'association Vibré Local, des associations Vibré Oui. Local à Luxembourg et en Belgique. Et donc, aussi pour revenir sur la plateforme, donc c'est une plateforme de co-organisation qui permet aux gens de se rencontrer, de passer à l'action et de créer des projets pour répondre aux besoins de la communauté, et aussi de faire du microfinancement, donc de financer des projets, donc c'est des petits montants. Et donc, dans cette plateforme, il y a un volet de microfinancement, donc c'est aider les gens à financer des projets. Et c'est aussi pour ça que ça fait le lien avec le thème de la soirée, et aussi notamment avec Pascal, qui quelque part, la notion de microfinancement, il y a aussi une unité des gens qui s'appelle le Vibes, et c'est lui qui a inventé un petit peu ce système, et on va certainement en parler dans la soirée, donc je te passe la parole. Ah, c'est gentil. Donc ben voilà, moi je suis Pascal, le frère de Laurent, moi aussi membre des ASBL Vibri Local et oui, j'ai participé à la conception de la plateforme. Certes, peut-être pas autant que Laurent, mais en tout cas sur tout l'aspect financement et microfinancement dont on parlera tout à l'heure. Alors moi je suis employé dans une grande banque à Luxembourg. Donc tout ce que je vais dire ce soir, je le dis en mon nom propre, hein, donc j'insiste bien, ce n'est pas au nom de mon employeur. T'as laissé Donc, la chemise du bureau quand même, hein, j'ai donc, laissé la Il chemise sort du du bureau. bureau. En fait, oui, Il est encore c'est tout ça. chaud. Il est encore tout chaud, voilà, c'est ça. Et donc oui, j'ai écrit un livre sur les questions financières. Fut un temps, je faisais assez bien de conférences sur cette thématique. Et moi, je suis absolument ravi de venir aujourd'hui. On va un peu rediscuter de tout ça. Je pense qu'il y a énormément de vidéos. Moi, je m'intéresse, enfin, sans rentrer dans les détails, mais je commence à m'intéresser à la crise vraiment sérieusement en 2005. Puis à l'époque, il n'y avait pas tellement de vidéos YouTube. Maintenant, il y a des tonnes de sujets. On peut voir une chose, son contraire. Les banques centrales sont magnifiques, merveilleuses, c'est génial. Sont épouvantables, elles sont détenues par les pires personnes sur Terre. On trouve de tout sur Internet maintenant, c'est bien, mais d'un autre côté, comment y voir clair? ouais, ouais. Bon, on va essayer ce soir un peu de dégrossir tout ça. Donc voilà. Et maintenant, Bah écoute, Vincent, oui, notre merci autre. Pascal. Moi je suis super très heureux que tu sois là, hein. Bienvenue, bienvenue chez moi, bienvenue chez nous. Où moi, donc Vincent Villers, j'ai la chance depuis un peu plus de 2 ans de collaborer avec vous deux. Je travaille plus au quotidien avec Laurent dans les actions de l'ASBL et aussi de la société dans laquelle on est employé. Et je trouve que j'ai beaucoup de chance parce que grâce à cette rencontre, j'ai l'occasion quasi au quotidien d'être impliqué à la fois dans des choses que j'aime et dans des choses que depuis quelques années j'ai découvert que je pense faire assez bien, c'est-à-dire être impliqué dans l'initiation, dans la mise en œuvre de projets, faciliter les choses, permettre à des projets, à des initiatives de se créer, de voir le jour, encadrer des gens qui lancent des idées, qui ont envie d'aller plus loin et sont un petit peu en besoin d'être accompagnés. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et c'est vrai que la plateforme, comme tu en as parlé, Laurent, elle permet de le faire. Et souvent, le contact humain est aussi très important. Donc ce soir, j'ai vraiment l'intention, et comme toi, Laurent, j'attends ce moment depuis plusieurs mois, parce que c'est vrai que je me pose plein de questions. J'ai envie de suggérer plein de choses pour ce système financier qui parfois me semble tellement monstrueux d'un côté. Et heureusement, les quelques fois où on en parle avec Pascal, Pascal a l'occasion de me euh, tempérer un tout petit peu. Et je crois que pour ce sujet-là, je serais très heureux que tu me tempères,
parce que ça a tendance de temps en temps à un tout petit peu m'échauffer. Ce que j'entends, ce que j'observe, quand je vois l'impact que les mécanismes des marchés financiers, que ce soit des banques qu'on trouve au coin de la rue ou même de marchés financiers, quand je vois l'impact négatif que parfois ça peut avoir sur la vie des gens, ça me met dans un tel état. Et donc, voilà, je serais très heureux d'avoir ton avis, ton éclairage et aussi d'être mis en place un petit peu. Ça va certainement, moi, me faire du bien. Donc, je vais jouer ce rôle-là, pas pour le jouer, mais parce que vraiment, j'ai des questions qui seront vraiment très importantes pour moi, en tout cas, de recevoir ton éclairage. Donc, merci pour ça. Bah, c'est avec grand plaisir et bon, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Bon, je ne sais pas si je peux peut-être pas répondre à tout, mais il n'y a aucune question qui est idiote, surtout pas dans cette thématique. Et on va déjà voir, tu utilises beaucoup le terme marché financier, comme si à la limite que c'était les marchés qui régissaient le monde. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça et beaucoup moins simple que, ok, il y a les mauvais marchés, et puis il y a les méchants spéculateurs, et puis on a tout dérégulé. En fin de compte, on pourrait tout arranger, il suffit de remettre un bon paquet de lois, et puis tous les spéculateurs, on s'en débarrasse. Et puis les marchés financiers, bon, ben voilà, on verrouille un peu tout ça, et puis finalement, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi, hein, tout sera réglé. Hélas, je me doute que c'est pas aussi, mais oui, c'est malheureusement aussi simpliste que ça. Il y a tout ça et il y a de ça, mais c'est pas aussi simple, quoi. On va peut-être on va élaborer tout ça, quoi. En tout cas, nous, ce soir, il y a des choses qui pour nous paraît très important déjà de préciser avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est que bien sûr, on est trois, on est qui on a nos connaissances, nos expériences, nos points de vue sur le monde, sur les choses. Donc on va partager, et peut-être aussi toi en particulier, Pascal, bien sûr, mais on va partager une certaine vision des aspects de la réalité, comment on voit les choses. Il y a énormément de manières de voir les choses. Il n'existe pas une réalité. Il y a beaucoup de réalités. C'est pas forcément la vérité. La vérité absolue, je ne la détiens pas. Toi non plus, toi non plus. Et ça, c'est quand même quelque chose qui nous semble très important. On en est conscient. Simplement, ça peut apporter un éclairage et on se sent, j'ai envie de dire même presque légitime, ou en tout cas on se sent tout à fait à l'aise via les actions que l'on mène depuis maintenant quelques années, et bien de partager. Et puis écoute ceux et celles qui veulent écouter, et les avis sont très intéressants. Donc si vous avez des questions maintenant ou après, ou des réactions par rapport à ce qu'on dit, bien, elles seront les bienvenues, parce qu'on n'est pas des détenteurs de réalité, quoi. De vérité, ça c'est ouais. de vérité, ça c'est sûr. C'est notre manière de voir les choses, quoi. Peut-être, Pascal, tu as envie de plonger un petit peu. Ah, mais moi, oui, enfin. L'idée, bon, ça serait un petit peu d'essayer de comprendre. Moi, j'aime bien un petit peu pour comprendre une situation présente, c'est un petit peu de remonter dans le temps et d'accord. de voir comment on en est arrivé là. Parce que Ouais. souvent, aujourd'hui, on a tendance à nous donner des explications toutes faites de manière à nous faire gober peut-être potentiellement une forme de vérité, hein. Et alors qu'en fait, si on commence à remonter historiquement, on peut découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées pour en arriver à une crise. Moi, je compare ça parfois à un couple. Je veux dire, à un moment donné, quand il y a une grosse crise dans un couple, mais peut-être que c'est passé par toute une série d'étapes sur lesquelles on est rentré en conflit d'une manière ou d'une autre, et on n'a pas su mettre les mots, ou parler, ou régler des choses, qui fait qu'à un moment donné, ça se cumule, ça pète, quoi. Ouais. Et peut-être on peut faire le parallèle avec le système financier, ou voilà. Ok, tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien savoir, une chose premièrement, avec le monde financier, c'est qu'il a une particularité, c'est qu'il est totalement unifié au niveau mondial. Donc, ça, c'est une particularité. On n'est même plus en train de parler de pays, d'Europe, de je sais quoi. Le système financier, c'est un grand tout, hein, et il est profondément interconnecté. Donc, s'il se passe certaines choses en Australie, ça peut nous impacter ici, en Belgique, à Luxembourg, en France, quoi. Ok. Donc, et c'est assez particulier parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses comme ça qui, je ne sais pas,
terrible incendie à Sydney, c'est tragique. Bon, l'impact ici est modéré. Mais en finance, même des petites choses à l'autre bout du monde, donc ça c'est premièrement, c'est qu'on est dans un monde qui est complètement hors frontières, hors tout, qui a ses propres, je ne vais pas en dire ses propres lois, mais en tout cas qui fonctionne selon ses principes unifiés, quoi. Donc ça c'est une première chose il faut comprendre. Deuxième chose qu'il faut aussi savoir, c'est que beaucoup de signaux d'alerte, d'indicateurs que peut-être des choses ne sont pas si formidables, ne sont pas visibles du grand public. Donc ça, il faut en être clair. Donc c'est souvent, c'est pas que ça soit caché, c'est pas que non, il faut pas le grand public ne doit pas le savoir. C'est simplement que c'est pas, voilà, il faut avoir une certaine connaissance. C'est complexe. C'est complexe. Ok. C'est complexe. Et les indicateurs de problème sont bien souvent discrets. Je veux dire, c'est des petites variables, des choses que toi, tu te demanderais, bon, qu'est-ce que ça peut faire, tu vois. Voilà, moi, je vois pas tellement l'intérêt. Alors, bon, on revient dans l'histoire. Je crois que c'est une bonne idée, Laurent. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande réforme qui s'est produite, grande réforme financière qui s'est produite à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, c'est une indication un peu intéressante de savoir que ce qui a provoqué un grand changement dans le monde de la finance, c'est une guerre mondiale. Bon, j'espère que le prochain grand changement ne viendra pas suite d'une conséquence de grande guerre, mais enfin, donc, mais on est en 1944 et c'est la fameuse conférence de Bretton Woods. Donc en Bretton Woods, donc les États-Unis possèdent 70% de l'or du monde à ce moment-là, et ils arrivent en force en disant bon, l'architecture financière du monde d'avant n'est plus bonne, il faut la réformer, donc on va quitter un système qui était l'étalon or, il y a eu une variante, mais en fait en gros avant cette période, les monnaies pouvaient toutes être échangées contre de l'or. D'accord ? Alors ça c'est quand même assez intéressant, parce qu'au même moment, alors là je sors mon petit copion parce que moi je ne suis pas très bon en date puis en chiffres, mais on va quand même jusque 1945, et la question de l'inflation finalement c'était, à part quelques petits épisodes, Weimar ou autre, mais globalement c'est un sujet qui était inexistant. Il n'y a pas de sujet quoi, il y a pas d'inflation. Alors il y a des études, une étude américaine, parce que c'est assez compliqué de voir quelle pouvait être l'inflation il y a 200-300 ans, parce que personne ne mesurait le prix du panier de la ménagère. Hein, je vais parler d'inflation des prix. Mais en gros, des études américaines montrent de 1665, tu vois, jusqu'à 1945, l'inflation, c'était de 10%. Donc les prix en 300 ans ont monté de 10%. Donc actuellement, sur une année, ça a monté de 10%, pour te dire. Hein. Donc tu vois, c'est un système d'une extrême stabilité. Donc il y avait plein de problèmes, je ne dis pas que... Hein, bon, mais en tout cas, la question la problématique de l'inflation... Alors, en 1945, on démarre Bretton Woods, on va en parler un petit peu. Et alors, c'est de 1945 à 2019, l'inflation, elle est passée à 1400%. Et j'arrête à 2019 parce que maintenant, bon, c'est encore pire. Voilà. Donc, il s'est passé quelque chose, quoi, tu vois. En termes d'inflation, sujet inconnu, paf, 1945, on change les règles du jeu. Tout d'un coup, petite machine d'inflation, elle se met en route et on est quand même à 1400%. Donc toi, moi, mes parents, mes grands-parents, la question de l'inflation, on a toujours vécu ça. Mais il faut savoir que dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été le grand sujet d'inquiétude. Hein. Donc, alors qu'est-ce qui se passe 1945, eh bien, les États-Unis disent on va simplifier les choses. Dorénavant, nous avons l'or. Donc, les monnaies... le franc français, le franc belge, etc. Vous ne pouvez plus directement obtenir de l'or. Par contre, vous pouvez l'échanger contre des dollars. Et avec les dollars américains, vous pourrez avoir de l'or. Et vous inquiétez pas, nous avons beaucoup d'or. Et promis juré, on ne va pas créer plus de dollars que d'or que nous avons. Promis juré. Ça sent déjà l'arnaque. Ah bah écoute, l'arnaque, 1965, Général de Gaulle, ceux qui veulent aller voir le discours, on le trouve sur YouTube, c'est très intéressant. Parce que Général de Gaulle, moi j'ai rien personnellement pour ou contre, hein, mais je veux dire, lui il l'a senti l'arnaque. Ah oui, 1965, il fait un discours en disant on va droit à la catastrophe parce que essentiellement les Américains sont tout simplement en train de créer du dollar bien plus que les réserves d'or qu'ils ont. Donc moi, France, ça suffit comme ça, je veux récupérer l'or et je vais donc leur renvoyer du dollar et ils vont me rendre de l'or.
et il envoie ses bateaux, etc. Bon, voilà. Avec des billets. Et ben, oui, donc enfin, c'est l'image, mais Oui, je veux bien dire, sûr. donc 1965, 1971, 71, hein, 15 août. Alors ça, c'est une date extrêmement importante parce que c'est le début de la crise. C'est le début de la crise que nous vivons aujourd'hui, de mon point de vue, et je sais pas pourquoi. C'est le début de la crise. C'est Nixon. Son conseiller lui dit d'aller à la télévision et de dire que bon, provisoirement, les Américains dorénavant ne garantissent plus qu'on peut récupérer de l'or en échange du dollar. Donc, c'est fini ça. On a Et ouvert. alors, voilà, la célèbre citation que bon, les finances qu'on connaît, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le dollar c'était la monnaie des Américains et le problème du reste du monde. Mais c'est-à-dire que, vois-tu, il y a une guerre au Vietnam et ça Oui, il faut la financer. ça Quoi. coûte cher. Bah Les oui. guerres, c'est ennuyeux, mais ça coûte toujours très cher. Donc, Ça rapporte à quelqu'un, mais ça coûte ça très coûte cher. très à très beaucoup de cher. gens. Donc à un moment, c'est embêtant de ne pas pouvoir, si tu veux, disposer d'autant de dollars qu'on voudrait pour financer, Mhm. parce qu'on n'a pas assez d'or. Donc terrible crise. Alors on rentre dans le système qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire que bon, toutes les monnaies deviennent flottantes. Quelques années plus tard, c'est un désastre financier qui commence, un vrai problème. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle à l'époque, c'est qu'il y a une crise pétrolière qui arrive, bien nommée. Et à ce moment-là, on va arrimer le dollar, non plus à l'or, mais à l'or noir. Première chose qui va se produire. Donc voilà. Donc, c'est-à-dire que Là, on est à quelle année? On est en 1973. 73 et on commence comme ça. Bon, n'empêche, Ouais. il y a une grosse inflation, donc une très très sévère inflation, hein, donc en plus de la crise pétrolière, bon, donc tout est lié. Le Volcker, qui est le président de la Banque centrale américaine à l'époque, décide de prendre le taureau par les cornes et il monte les taux d'intérêt à 20%, c'est-à-dire c'est des montants extrêmement énormes. Quand on monte les taux d'intérêt, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en gros, bref, on réduit la quantité d'argent disponible. Et bien sûr, s'il y a moins d'argent disponible, ben, ça on va en parler, mais naturellement, on ne sait pas payer aussi cher des choses si on n'a pas l'argent pour les payer. Donc c'est un peu logique, les prix du coup baissent. Et c'est une récession épouvantable, c'est un désastre, mais l'inflation est contenue par cette mesure extrêmement choc de l'époque. Donc ça a quand même des effets. Ça a eu des effets, bien contrer sûr. un peu Ça a eu l'inflation. des effets. Bon, on n'est pas encore dans un monde comme on le connaît maintenant. Il est certes unifié en termes Il financiers, n'était pas aussi unifié mais il n'est qu'à pas l'époque. aussi interdépendant. Hein. Chaque pays avait encore une certaine liberté de manœuvre. Je veux dire, l'Italie peut tranquillement dévaluer sa lire italienne régulièrement pour redonner un petit coup de boost À son économie son locale. économie locale. Bon, voilà, il y a encore des choses qui peuvent se faire dans une certaine indépendance. Bon, bien sûr, ça a des conséquences sur un peu tout, mais on n'est pas encore dans cette situation. Et puis, bon, ben voilà, on avance, et on peut Après, déjà, il y a un truc qui est important en 71 avec Nixon, Oui. c'est par rapport à cette association qu'il y avait avec l'or, de Oui, l'or. oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'argent, comment est-il créé? Oui, voilà, exactement. Bah, il était déjà, si tu veux, il était déjà quelque part un peu créé comme ça avant. C'est pas que c'est démarré à partir de 1971, mais là, évidemment, on a enlevé, si tu veux, un frein du mécanisme que je vais te décrire. Alors, mécanisme maintenant, je pense beaucoup de gens, moi quand j'ai démarré, j'ai même écrit un livre là-dessus, etc. C'était pas encore tellement, waouh. On ne savait pas encore très ça. Mais maintenant, je pense que c'est assez répandu. Beaucoup de gens comprennent qu'en réalité, l'argent est créé à partir des dettes, quoi. Donc, il faut être extrêmement clair. Donc, si tu prends un billet de 10 dollars, 10 euros, 10 yens, 10 livres sterling, peu importe, ce papier, son existence est liée au fait que quelque part, quelqu'un dans le monde a emprunté ce montant. Donc, en fait, chaque fois que tu vas dans une banque commerciale, pas chaque fois, mais disons, la plupart du temps que tu vas dans une banque commerciale pour contracter un prêt, hein, tu veux emprunter pour, je sais pas, 10 000, 100 000 pour une maison, pour quelque chose. Donc, à ce moment-là, la banque, dans ses livres, va créer l'argent qu'elle te met à disposition. Avant que tu ne rentres dans la banque, cet argent n'existait pas.
elle crée le prêt et elle inscrit au début à l'actif, au passif et à l'actif de son bilan, les deux écritures, et l'argent a été créé électroniquement. Il n'est pas créé sous forme de Monnaie billet. scripturale. Mais... Non, voilà, c'est ça. Il est en tout cas créé électroniquement, ce qui est la plupart des monnaies actuellement que nous utilisons sont sous forme électronique. Donc, ça c'est une particularité. Donc, avant, ça existait déjà. Mais si tu veux, il y avait une limitation dans la création puisqu'il fallait toujours avoir une contrepartie en or. Donc, quelque part, on ne pouvait pas en créer autant que... Donc on prêtait moins facilement mais oui, à l'époque. bien sûr. C'est ce que d'ailleurs beaucoup d'économistes vont te dire que c'était l'énorme défaut du système de Bretton Woods et que c'est une très bonne chose que ce qui s'était passé en 1971 parce que on n'avait pas assez d'argent. Bah oui, on n'avait pas assez d'argent pour financer la guerre, on n'avait aussi pas assez d'argent pour faire plein d'autres bonnes choses, tu vois. Donc on manquait de sous. Mais maintenant, on a enlevé le verrou, donc on peut en créer autant qu'on veut. Il n'y a plus de problème, quoi, si tu es quelque part. Pas autant qu'on veut, il y a quand même encore, on ne va pas rentrer dans les détails, mais chaque banque commerciale doit compter. Il y a des ratios. Elle doit garder place, certaines réserves auprès des comptes qu'elles ont auprès de la Banque centrale. Donc, si vous voulez, il y a des limites. C'est pas la peine de casser, voilà, rentrer trop Ok, dans après, là justement, Ouais. ça pour moi c'est extrêmement important parce que d'un côté on avait le dollar qui était lié à l'or, une Oui. forme de contrepartie, Oui. et l'or c'est quelque chose de physique. Donc ça existe sur notre planète. Oui. Donc en fait là on est en train de voir qu'on a une ressource qui appartient sur notre planète et que notre planète est finie, on a des ressources finies. Donc quelque part ce système tenait quand même assez bien la route. Oui. Et à partir du moment où on a dissocié ce truc-là, là on a commencé à se déconnecter de la réalité, c'est-à-dire de ce qui se passe sur Terre, où là on peut quand même partir maintenant sur des montants astronomiques, pratiquement à l'infini si on veut, Oui. et parce qu'on est déconnecté de ressources connectées sur Terre. Et en fait, pour moi, c'est extrêmement symbolique parce qu'aujourd'hui, on vit de plus en plus déconnecté de la réalité, des ressources de notre planète, mais même aussi du vivant, de ce qu'il est, de notre corps, de toutes sortes de choses, pour partir dans un monde qui part vers l'infini, avec de l'information à l'infini. Et ça me fait penser un peu au digital. Et la monnaie, comme par hasard, est digitale. Digital, absolument. La monnaie est largement, très, très, très largement digitale, bien sûr, tout à fait. Oui, et enfin, pour revenir sur ce que tu disais, on a quand même un peu le sentiment que, même si à un moment donné dans l'histoire, il y a eu des décisions de créer quelque chose qui à un moment donné est devenu des pièces et des billets qui étaient corrélés à l'or, mais il y avait encore une forme, on pourrait dire, de sagesse de connecter ça avec de l'or, et petit à petit, cette sagesse qui se perd, et plus qu'une sagesse qui se perd, moi, ça me fait vraiment ressentir ce manque d'humilité de l'être humain. Comme on dit, l'être humain qui se place au-dessus de la chaîne alimentaire, rien du tout, c'est juste parce qu'il a décidé et là, il a décidé qu'il était plus intelligent, et du coup, il se retrouve empêtré dans ses propres mécanismes que lui-même il a créé de par son... désolé, moi je trouve que c'est une forme d'arrogance, de grande intelligence, peut-être parce qu'il faut être intelligent pour mettre en place des mécanismes comme ça, et peut-être parce que c'était une question qui me venait à l'esprit tout à l'heure quand tu disais que l'inflation elle est passée de 10% en 300 ans, et puis elle est passée à 1400% en une soixantaine ou septantaine d'années, mais est-ce que ces hommes et femmes aussi intelligents qu'ils étaient à l'époque, est-ce qu'ils ont imaginé ça? Parce qu'ils avaient certainement des prix Nobel, si les prix Nobel existaient déjà à l'époque, j'en sais rien, d'économie autour d'eux. Il y avait plein d'études, et je ne serais pas étonné qu'on aille fouiller et qu'on trouve qu'il y a des gens qui ont dit attention les gars, vous faites ça, on va être dans la merde dans quelques années, mais que des gens disent c'est pas grave, on y va. Alors en 1945, donc clairement, oui, bien sûr, il y a eu des débats autour de ces questions, puisque Bretton Woods, si tu veux, bon, c'est une conférence, donc sont arrivés là Keynes, le grand économiste Keynes est arrivé, il y avait d'autres. Tout le monde n'était pas forcément d'accord avec ça, mais l'argument c'était, mais c'est pratiquement la même chose, parce que nous, États-Unis, vous inquiétez pas, on va pas commencer à créer des dollars plus qu'on adore, donc finalement ça revient au même, quoi, tu comprends? Ouais, je comprends. Et ils n'ont pas tort. Je veux dire, si effectivement ils n'avaient pas créé plus de dollars qu'il n'y avait d'or, c'était à peu près pareil, pas tout à fait, mais
Mais pour rebondir sur ce que Laurent disait et toi aussi, ce qui est important, et si on retourne aux choses naturelles, dans la nature. En fait, dans la nature, l'économie, dans la nature, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des échanges. Tout ce que nous entoure, on vit d'échanges. On respire, les plantes, elles échangent, les abeilles. Il n'y a que des échanges, quoi, tu vois. On ne fait que de s'échanger des choses. Nous aussi, si tu veux. Et fondamentalement, dans l'économie, le pilier de base économique, c'est le troc, hein, c'est l'échange, quoi. J'ai besoin de quelque chose que toi tu as, et Laurent, justement, lui, a quelque chose que toi tu voudrais avoir, bah, pas de problème, on va se les échanger, chacun repart chez lui, bien content. C'est le troc. Donc ça, c'est fondamentalement le troc. Mais le troc, le problème du troc, c'est que, bon, toi tu as des pommes, et puis toi tu as du bois. Après quelques mois, tes pommes, elles sont plus bonnes, elles sont pourries, et toi, ton bois, mais il est toujours là. Donc tu vas avoir un problème de lui échanger des pommes contre du bois. Donc, il faudrait un intermédiaire, si tu veux, pour faire du troc, quelque chose qui facilite le troc. Et ça, c'est la fonction fondamentale de l'argent. Au départ, c'était ça. C'est un facilitateur de troc. Hein, tu vois, c'est un facilitateur. L'or, l'argent qui était utilisé, métal, qui était utilisé dans les périodes que je te disais, ben, c'est tout simplement parce que c'était effectivement, il avait toutes les caractéristiques idéales pour faciliter le troc. C'est des caractéristiques idéales. C'est d'une part, ben voilà, donc il peut permettre de faire le troc. Il permet également, c'est un étalon de valeur. Ça te permet, si tu veux faire du troc entre des pommes, des abricots, des poires, de ne pas devoir réfléchir. Donc, comme une pomme vaut 2 abricots, donc comme un abricot vaut 3 pommes, donc une pomme vaudra combien, etc. C'est impossible. Donc, mais grâce à avoir une espèce d'unité d'échange comme ça, qu'on appelle un étalon de référence. Et puis aussi, si par hasard tu n'as rien de spécial à acheter, tu as accumulé un petit capital, tu aimes autant que dans un an ou deux, bah, tu puisses toujours l'utiliser, pas comme tes pommes qui ont pourri et qu'est-ce que je fais Voilà. Donc ça c'est on vient de parler, ça c'est les caractéristiques fondamentales d'une monnaie saine, normale, qui permet à l'économie de fleurir, quoi, hein. Donc ce qui a été le cas, hein, attention, il y a eu des périodes. Si tu vas par exemple à Ravenne, tu pourras voir qu'il y a donc tu vas en Italie, on est dans une période où l'or, si tu veux, était utilisé dans des échanges et où en plus il y a eu des règlements qui ont été mis en place que l'usure est interdite. L'usure, c'est prêt contre intérêt. On va en parler. Hein. Oui, parce que c'est Oui, on va parler parce que qui dit dette dit intérêt. Hein, donc, parce que ça, c'est un sujet, voilà, tout est lié. Et bien donc, ils tapissaient les parois des églises avec de l'or. Ils ne savaient plus quoi en faire. Quoi. Il y a tellement, c'était un boom économique inouï, quoi, extraordinaire. Quoi. Donc il y a eu des périodes dans l'histoire humaine, ça nous semble très loin, où il y a quand même eu des grandes, où l'économie était vraiment florissante, bien qu'on avait un système, si tu veux, où on n'était pas obligé de créer de l'argent à tour de bras. Donc c'était possible. Bon, tu vas me dire, ok, c'est pas de notre temps, nous, etc. Mais pourquoi la question est souvent revenue, c'est que, évidemment, les gens se sont toujours dit, oui, mais on est de plus en plus nombreux, on a des projets de plus en plus massifs, des trucs de plus en plus grands à construire, donc on a besoin de plus en plus d'argent. Alors, il est bien sympathique ton histoire avec l'or, Pascal, mais qu'est-ce que tu veux? On n'en aura jamais assez d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On retourne au Moyen-Âge? C'est ça que tu veux nous dire, hein? Voilà, Pascal, tu es en train de nous dire qu'il faut retourner au Moyen-Âge. Mais non, je ne dis pas ça non plus, hein? Mais c'est l'argument. Alors les gens n'ont pas eu de problème en disant c'est pas grave, il faut juste pas que l'inflation devienne trop ingérable. Mais vous inquiétez pas parce que les banques centrales, elles ont dans leur mission fondamentalement justement de contrôler, de réguler. Et elles peuvent le faire très bien. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Bon, de temps en temps, et puis il y a les cycles économiques. Alors c'est comme les saisons, hein, tu as l'hiver, l'automne, l'été, puis bon, de temps en temps c'est un peu difficile, mais après le printemps revient. Là aussi, est-ce que ces cycles économiques sont-ils tout à fait aussi naturels que le cycle des marées? Moi je dis que non, pas du tout, mais je ne suis pas le seul à le dire. Hein, donc, mais c'est extrêmement lié à la quantité d'argent qui a été créée ou surcréée. Hein, parce que quand tu crées beaucoup d'argent, le problème quand tu commences à créer de l'argent, c'est que quand tu vas dans un magasin, et si les gens devaient retenir qu'une seule chose de toute cette 1h30, c'est la prochaine fois qu'ils vont dans leur magasin et qu'ils voient le prix d'une tasse et qu'ils voient 2 euros, puis je sais pas, ils voient à côté le prix de la fourchette 1 euro, ils doivent simplement se dire que ça veut simplement dire qu'une tasse égale 2 fourchettes. On pourrait troquer une tasse contre 2 fourchettes, tu vois.
la valeur de la tasse, c'est 2 fourchettes, où 2 fourchettes est égale à une Là, je pense tasse. que les gens vont pas être surpris par cette nouvelle que tu viens de leur Voilà. annoncer. Mais c'est fondamental. D'accord. Parce que maintenant, En quoi? en quoi? Parce que si maintenant, tout d'un coup, l'unité de troc et si tu veux, N'est plus d'argent. devient de plus en plus abondante. Hein? Si tout d'un coup, d'un seul coup, tu multiplies par 2, pour l'exemple, et comment tu fais ça? Tu distribues à tout un chacun, tout l'argent qu'il possède, tu dis tout simplement, il y a la fée Carabosse qui arrive, et le lendemain On matin, multiplie par 2. le lendemain matin, vous prenez votre portefeuille, tout a été doublé. Tout a été doublé, vous avez le double de votre argent sur les comptes, tout le monde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Instantanément, tu vas voir que dans les magasins, les prix vont doubler. Donc La 4 tasse, euros la tasse, 4 2 euros euros la tête. fourchette. Mais, c'est ce qui est très intéressant, c'est que le ratio entre une tasse vaudra toujours Ça change 2, pas. ça ne change pas. Parce que ça, c'est ça qui est... Ça ne change pas. Ah oui, donc c'est les ratios qu'il Voilà. faudrait. Mais qu'il maintenant, faudrait regarde un affiner. peu. Ok, je vois où tu veux en venir. Alors, tu es constructeur d'immobilier. Tu vois, tu fais des maisons. Puis qu'est-ce que tu vois? Tu vois tout d'un coup que les prix de l'immobilier montent. Ça n'arrête pas, ça monte, ça monte, ça monte. Toi, tu te dis, si ça monte, ça veut donc dire qu'il y a une forte demande. Les gens ont absolument envie d'acheter des maisons, ils sont prêts à payer le prix fort. Donc moi, je vais en construire. Bah oui, je vais en construire parce que forcément, il y a de la demande, quoi. Ton raisonnement est correct, à la différence près que si cette demande n'a pas changé, mais simplement les prix ont augmenté parce qu'on a mis plus d'argent en circulation. Tu te souviens l'exemple que je viens de te dire? En réalité, les prix des maisons montent tout simplement parce qu'il y a de plus en plus d'argent et que la valeur d'échange de cet argent se dilue. En fait, tu lances à l'économie un faux signal. Tu es en train de donner le signal aux constructeurs de construire des maisons parce que les prix ont monté, donc c'est que la demande est plus forte. Alors que la demande n'a peut-être pas changé, mais simplement les gens ont à leur disposition plus d'argent. Alors les vendeurs se disent, s'ils ont plus d'argent, moi je mets des prix plus élevés. Mais à ce moment-là, le constructeur, répondant à un faux signal économique, va commencer à construire des maisons. Et puis on construit, puis tout d'un coup, à un moment, l'argent peut-être devient moins disponible. Nous parlons ici de la crise des subprimes. Oui, là on parle aussi de dette. On va en reparler, mais Ouais. voilà. Mais juste pour peut-être, est-ce que je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Pour revenir un petit peu en arrière, pour juste Ouais. aussi que Oui, bien sûr, un parce petit peu qu'on en part, phase. on part. Oui. Le point, à mon avis, c'est que tu as dit, l'argent, il existe aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a une dette derrière. C'est-à-dire que j'emprunte Oui, une certaine voilà. somme à la banque, et à ce moment-là, on va Voilà. créer de l'argent en conséquence. Tout à fait. Donc maintenant, si tu dis que l'argent, il y en a plus, c'est qu'on a fait beaucoup d'emprunts. Oui, voilà, bien sûr, D'accord. évidemment. Maintenant, Tout à pour fait. revenir au point d'avant, c'est qu'avant, il n'y avait pas cette possibilité comme ça de créer de l'argent en fonction de notre besoin. Oui. On devait toujours un petit peu penser, finalement, on n'en a pas beaucoup d'argent, donc on a intérêt à la mettre un peu à la bonne place. Absolument, Laurent. C'est-à-dire, on doit d'abord répondre à nos besoins essentiels, Absolument. des besoins de base. Ah oui. Tandis qu'on a enlevé cette sécurité, maintenant, on peut se dire, je peux créer une pyramide de 150 mètres dans un champ qui sert à rien, Oui, bien parce sûr. que la banque a autorisé que... Oui, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, on a commencé à avoir beaucoup d'argent parce qu'on a autorisé la création de cet argent pour des trucs peut-être qui servent à rien. Absolument. Bien sûr, pas peut-être. Et encore régulièrement maintenant, on va pas peut-être. Il y a un tas d'entreprises, qu'on parle des sociétés zombies en finance, qui techniquement devraient depuis longtemps avoir disparu, parce que leur modèle économique n'est pas viable, elles ne gagnent pas assez d'argent et quoi qu'ils fassent. Mais comme constamment on leur reprête de l'argent, puisqu'on le crée facilement comme ça, il n'y a pas de problème, elles se maintiennent en vie. Alors c'est peut-être pas la pyramide dans le champ, mais c'est un peu aussi pareil, quoi. Ouais. Donc si tu veux, cette histoire-là pollue ou si tu veux, contribue, fait dysfonctionner un système économique qui est basé sur l'échange sain, sur des besoins réels et importants et utiles. Et de ce fait, ça crée des faux signaux, ça crée effectivement des besoins fictifs ou pas vraiment justifiés. Parce que avant ça, si tu veux, quand on voulait construire une entreprise, ça c'est où tu avais envie d'investir dans une entreprise ou démarrer ton entreprise, soit tu pouvais bien sûr disposer d'un emprunt, et encore, la banque réfléchissait 5-6 fois avant de te le prêter, puis tu devais utiliser ton épargne. Alors l'épargne, ça c'est ce que les économistes keynésiens détestent par-dessus tout,
Hein, mais donc tu utilisais ton épargne. Là encore, le fruit de ton dur labeur, je veux dire, tu réfléchissais vraiment bien avant de dire dépenser, quoi. je vais investir dans cette société, je vais leur permettre à cette société d'acheter telle machine, parce que je me dis vraiment, ok, cette société elle va fleurir. Tu vois, tu n'allais pas mettre ça dans une société zombie, hein, ça sûrement pas. D'ailleurs, ça n'existait pas vraiment. Donc, mais un système comme on le connaît actuellement, ben, évidemment, ça contribue à ce qu'on appelle des mal investissements, des investissements non productifs, non utiles. Ok, et justement, ça, c'est une chose corruption importante juste pour peut-être tout le monde. Et moi-même, je ne comprenais pas avant comment ça fonctionnait. Maintenant, je commence à mieux comprendre. Mais d'une part, bon, si tu veux financer ton entreprise, tu peux aller voir une banque qui potentiellement peut t'amener de l'argent. Oui. Mais aussi, si tu es une entreprise peut-être un peu plus grande, tu peux aller en bourse. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, en bourse, ça veut dire faire appel à l'épargne, au capital public. Enfin, donc quand aller en bourse, c'est pas très différent. C'est une manière de te faire connaître et de demander à un plus grand nombre. Écoutez, voilà, je suis une entreprise formidable. J'ai plein de bonnes idées, plein de projets, mais j'ai besoin de capitaux pour acheter des machines, etc. On vient d'inventer un produit extraordinaire, magnifique, mais pour le fabriquer, il nous faut donc il nous faut de l'argent. Investisseurs, croyez en nous. Donnez-nous cet argent. Vous allez devenir copropriétaire de la société si vous achetez des actions. Donc elle vous appartiendra à vous aussi. Et nous allons accomplir de grandes choses qui vont rapporter beaucoup de sous. Et les profits qu'on va faire, on vous les partagera sous forme de dividendes. Et donc ça, c'est le principe normalement des bourses, si tu veux, avant. C'est le système de fonctionnement normal. C'est les prémices du financement participatif. C'est tout à fait une forme de... C'est ça. Tout le monde peut investir en bourse, ceux qui ont de l'argent, des institutions peuvent mettre de l'argent, les banques peuvent acheter des actions. Voilà, tout à fait. Ça, c'est dans un système, évidemment, là je te parle de la théorie, hein, pratique de nos jours, ça n'a plus rien à voir. Mais en tout cas, si on remonte, au départ, hein, si je remonte dans les années 50, 60, c'était ça, hein, je veux dire, c'est ça, la bourse, c'est exactement à ça que ça sert. Et si tu te dis, je veux pas être propriétaire, mais par contre, je veux bien lui prêter de l'argent, c'est-à-dire que tu vas acheter des obligations que cette société va émettre, c'est une dette, et au lieu qu'elle me verse des dividendes, parce que les dividendes, c'est pas si sûr si elle va en avoir, elle me versera des coupons, donc un intérêt chaque mois, et puis elle s'engage à me rembourser, et puis je lui fais confiance quand même que c'est une bonne entreprise, elle me la remboursera. Et puis voilà, donc ça aussi tu peux aller sur la bourse, c'est le principe normal, ça c'est pas, si tu veux faire appel en tant qu'entreprise, à part de frapper à la porte de tes copains, etc., de ton petit cercle de connaissances, si tu veux faire appel à un grand nombre de personnes, tu vas tu vas sur la bourse. C'est ça le principe, voilà. Donc ça c'est un peu... Moi on peut imaginer des petits humains comme ça qui ont des systèmes à l'époque très rudimentaire, hein. C'était sur papier que ça tout ça. Bien sûr. Puis depuis, évidemment, tout est devenu extrêmement digitalisé. À nouveau, je ramène mon point là. Et en fait, aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il y a encore des gens qui achètent et vendent des obligations? Oui, des pigeons. Des vraies personnes? Des pigeons. Oui. Oui, des pigeons. Parce que en fait, actuellement, donc il faut savoir que 60% des activités, encore, je ne sais pas les chiffres actuels, mais il y a quelques années c'était 60%, maintenant c'est peut-être 70%. Sont en réalité faits par des robots, des algorithmes. Alors là, je vais donner un petit exemple pour que les gens comprennent un petit peu dans quel monde on vit. Bon, attention, c'est choquant, hein, mais voilà, donc on est loin de ce que je viens de raconter. Maintenant, le monde d'aujourd'hui, c'est que tu as des robots et leur mission, leur fonction, leur objectif, c'est de plumer les humains. Donc, voilà. Mais ils sont très rapides et très intelligents. Donc toi, on va prendre un exemple pratique. Laurent, qui décide bravement, tu vas acheter des actions, j'en sais rien, de Coca-Cola, parce que tu penses quand même dans ces temps troublés, tout le monde continuera toujours à boire du Coca-Cola. Alors bon, c'est une société qui devrait quand même plus ou moins aller, hein. Bon, j'en sais rien, mais... Et j'ai aucune idée, parce qu'on ne s'est pas préparé, je ne sais pas quel est le cours de Coca-Cola, mais disons pour l'exemple, on va dire que c'est actuellement aux environs de 10 € l'action. Je ne sais pas du tout si c'est vrai, mais peu importe. Alors toi, Laurent, tu voudras acheter des actions de Coca-Cola, mais quand même, s'il y a moyen de les acheter pas trop cher, ça serait quand même mieux. Donc tu vas placer un ordre d'achat, tu vas aller sur ton compte de trading, tu places un ordre d'achat et tu dis voilà, je voudrais acheter des actions Coca-Cola et je suis prêt, moi, à payer 10 €
pour une action. Mais si par hasard elles sont à 9, bah, encore mieux, je les prends à 9, quoi, tu vois. Mais maximum que je peux prendre, c'est 10 euros, d'accord? Alors maintenant, toi, tu as un petit robot qui vient de voir que toi, tu viens de placer un ordre. Le système est que ils ne peuvent pas avoir accès au plafond que tu as mis. Ça, quand même... Il y a quand même des règles. Il y a quand même encore un peu de règles. Donc ça, ils ne nouvelle. peuvent pas le savoir, mais Bonne par nouvelle. contre, ils voient que tu es intéressé par l'action Coca-Cola, mais ils ne savent pas quel est ton plafond, quoi. Donc, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce qu'ils vont faire, c'est ce que je viens de dire, c'est tout à fait interdit, mais ça se fait tout le temps. Donc c'est pas de problème. Alors ils vont commencer, ils vont donner un petit coup de sonde, et ils vont dire, bon ben voilà, je suis prêt à te les vendre à 9 euros. Et ils vont voir que le système va dire, ok, matching. Puis à ce moment-là, mais là on parle de microsecondes, ils vont annuler l'ordre. Ah non, non, c'était une erreur. Ah, ok. Bon, d'accord. Puis ils retentent le coup à 9,50. Et ils voient, ça match. Et donc ils vont déduire ton plafond, quoi. Et puis ils vont arriver au plafond. Bah oui. Alors à ce moment-là, bien entendu, ils se précipitent de l'acheter à 9,50 ou 9. Et puis ils vont te le revendre à 10. Alors toi, tu es content parce que tu l'as eu à 10. Hein? Ah bah ça va, zut. Bon, j'étais prêt à mettre 10. Bon, c'est pas possible de l'avoir pour moi. Mais au moins, je les ai. Et le robot, bien entendu, il vient de se faire 0,5 ou 1 euro. Paf. Mais ça, c'est. Alors ça s'appelle apporter. Illégal, ça. Non, ça s'appelle apporter de la liquidité au marché. Voilà. Parce que Laurent n'a Ça s'appelle mettre de la vaseline, Oui. oui. C'est ça que ça s'appelle. Non, parce que Laurent a introduit son ordre d'achat et ça n'a même pas duré une demi-seconde. C'est hop, il a eu ses options Coca-Cola. Ah oui, oui. C'était extrêmement liquide. Bien vu. Ça a été très rapide. Grâce à ces robots, ils sont tellement à l'affût que toc, ils vont répondre à ta demande, mais à l'instant. Ça s'appelle apporter de la Ça, liquidité. Ça, c'est du progrès, ça. C'est du progrès. Oui, c'est du Alors, progrès. le système s'appelle High Frequency Trading Program. Il y en a plein de trucs comme ça. Et ces robots, voilà. Donc, si tu veux, alors tout le monde n'est pas d'accord avec Ils ont peut-être été créés pour une bonne raison au départ. L'exemple que tu viens de donner. C'est les bonnes raisons, on peut discuter. Moi, je veux dire, il y a des années de ça, dans les années 70, il y avait un trading, il y avait un fixing par jour. Donc, on n'imagine même pas. Mais le cours de bourse était fixé une fois sur la journée, ce qui est très simple, qui est normal. Hein. Je veux dire, il n'y a pas besoin que les données d'une entreprise ne varient pas à tel point que toutes les microsecondes, ou parfois même encore moins, il faut mettre à jour le cours de bourse de la société. Il n'y a pas une nouvelle qui a fait que. Ça n'a aucun sens. Ça se passe, de nouveau, comme le disait Laurent tout à l'heure, ça se passe à un autre niveau Ouais. que dans le monde réel. Voilà. Il n'y a pas une usine Coca-Cola qui a explosé non, entre-temps. voilà, le c'est cours ça. a baissé. Ou même, mais si ça devait arriver, mais c'est. Donc il n'y a aucune raison. Mais par contre, voilà, ceux qui défendent ça se disent oui, c'est vrai, tout ça, mais d'un autre côté, ça apporte de la liquidité. Quand les gens placent des ordres de bourse, c'est répondu tout de suite. Alors bon, il y a un petit désavantage, mais il y a des avantages. Voilà. Et au final, c'est bien. Mais de nouveau, si Mais bon, je peux me permettre. C'est une anecdote, hein, je veux dire, c'est pas ça qui. Mais on en parle, mais donc bon, c'est pour donner une petite idée donc, du dysfonctionnement, Ouais. d'un exemple de dysfonctionnement des bourses. Les bourses, si tu veux, ne fonctionnent plus correctement pour révéler la valeur d'une entreprise. Quoi. Voilà, mais c'est à ça que je voulais en venir, c'est ça le problème. qu'on a encore cet exemple d'une situation dans laquelle, si on reste sur un exemple d'une entreprise qui fabrique des choses, Ouais. on peut, d'un point de vue concret, pragmatique, économique, comptable, on peut déterminer quand même voilà, combien vaut cette entreprise. Enfin, je veux Bien dire, sûr. Oui, c'est pas hyper ok, ça peut prendre du temps, mais voilà, ça peut se faire. Oui. Et on se retrouve avec de nouveau parfois des écarts, alors qu'on ait un écart pour une entreprise qui a une certaine valeur, qui fonctionne bien et qu'elle soit un petit peu plus surcotée parce que je comprends bien que le mécanisme de la bourse, il y a aussi cette notion d'une certaine manière d'anticipation. On dit, on voit bien que là, ils sont sur un truc, il y a vraiment une tendance positive, donc on pense que ça va s'améliorer. Bon, ok, ça, je peux encore comprendre. Ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est des sociétés qui, d'un point de vue comptable, perdent énormément d'argent, n'ont pas d'actifs. N'ont pas d'actifs. Je veux dire, si on regarde un exemple comme Airbnb ou des sociétés comme ça, elles n'ont pas d'actifs. Oui. Mais elles se retrouvent avec des cotations boursières qui sont très élevées parce qu'on arrive, et c'est un point dont je voudrais parler après, mais on arrive d'une certaine manière, bien sûr, à faire diffuser des informations quant à cette entreprise. Il y a des informations là-dedans qui ne sont pas forcément très très vraies, il y en a d'autres qui le sont peut-être, mais du coup on se retrouve avec de l'anticipation,
Du coup, cette entreprise, elle a une énorme valeur en bourse. Du coup, si elle a une bonne valeur en bourse, elle a peut-être une certaine cotation et elle peut elle-même se retrouver à lever du capital. Et avec ce capital, eh bien, elle peut cette fois-ci acheter des trucs dans le monde réel. Moi, ça me sidère et j'aimerais bien justement mettre l'accent sur cet écart entre une valeur qui est déterminée sur un marché boursier et une vraie valeur d'une entreprise qui, à un moment donné, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive, ben, cet écart explose et on se dit finalement qu'est-ce qu'elle vaut cette entreprise? Elle vaut rien. Ah bah ok, vous avez tous, les actionnaires ont tous perdu leur argent parce qu'elle ne valait rien. Moi je trouve ça assez important, intéressant, de nouveau, un deuxième exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, l'or et l'argent. Bah ici, on a les entreprises, ce qu'elles valent et ce qu'elles valent sur le marché boursier. Un écart qui montre qu'il y a une déconnexion totale avec la réalité. Mais bien sûr, et maintenant, tu vois, regarde, on est en train déjà de parler depuis 10 minutes de la bourse et tout ça. C'est bien parce que, je veux dire, la bourse, ah, ça c'est Wall Street, il y a les films, c'est là que ça se passe, c'est la finance, c'est. Ah, ça c'est les bons ou les méchants, ils sont là-bas, c'est là que le monde se fait, peut-être. Ouais, ouais. Mais en fait, donc, moi j'ai les chiffres de 2017, ça n'a pas beaucoup changé, mais c'est pour les ordres de grandeur, quoi. Pour donner une idée, les échanges en milliards de dollars pour les échanges de commerce, les trucs qu'on se vend partout dans le monde, 2017, chaque jour, 50 milliards de dollars. Ça, c'est l'économie réelle, quoi. 50 milliards. 50 milliards, on est en train de parler. Combien sur les bourses, obligations mondiales, actions, achats d'actions, machin truc, tout ça, 450 milliards. Voilà. Le marché des devises, je t'échange du yen contre du dollar contre de l'euro, machin, du franc suisse, etc. Chaque jour, 1600 milliards de dollars. Donc, tu vois, par rapport à la bourse, dont on vient déjà de parler pendant 10 minutes, quoi, tu vois. Une grosse société. Et là, ça concerne qui ça? C'est monsieur et madame tout le monde qui achètent qui échangent des devises? C'est les grosses alors là, institutions. franchement, surtout pas monsieur et madame tout le monde, Ouais, parce c'est que ça, là, quoi. ça c'est. Ça ne nous concerne plus. Alors là, tu n'as aucune chance sur ces marchés, à part te faire bien plumer par les algorithmes. Donc là, surtout pas. Non, là, qui sont les grands trucs? Ce sont les grandes banques, les grands fonds d'investissement, les hedge funds, les grandes sociétés financières. Donc c'est. Et puis on passe encore vraiment au truc. Ah, c'est pas fini. Ah, mais non! Là où ça se passe vraiment, quoi, tu vois. Donc 50 milliards. Maintenant, on va parler des échanges qui se font sur les produits dérivés. Un truc. Là, on est Qu'est-ce à, que c'est que cette chose? on est à 6 000 milliards. Les options, Les options, les les swaps, swaps, les warrants, futures, les futures, trucs comme etc. ça. Qu'est-ce que c'est un Très produit mystérieux, dérivé, truc mystérieux. Mais tu vois, donc, crash à Wall Street, la catastrophe, 450 milliards de dollars. Problème sur les marchés des produits dérivés, 6 000, mais c'est là que là, 6 000 milliards. 6 200 milliards en 2017, maintenant c'est encore plus. Et je veux dire, tu vois, et que je le disais en introduction, monsieur tout le monde, il ne voit pas les signaux. Parce que bien sûr, je sais de quoi on parle ici, et voir que là peut-être il y a certains signaux, quelque chose de banque en Australie qui n'est pas capable de couvrir les swaps qu'elle avait avec Deutsche Bank, qui lui-même du coup... Parce qu'en plus c'est compliqué, même pour des experts dans les banques, c'est compliqué. C'est tout simplement, c'est une toile d'araignée, un nœud si tu veux, où tout cet argent se passe d'une main à l'autre, et chacun compte que le suivant va payer pour lui-même pouvoir payer, puis lui-même le payer, puis payer, hop, et ça tourne, si tu veux, comme ça. Et voilà. Il faut que ça tourne, parce il que faut si que ça ça tourne tourne, pas, parce que c'est la s'il y a un rouage qui bloque, c'est une énorme catastrophe. Parce que celui qui attendait l'argent, du coup, il l'a pas, donc il va devoir vendre des trucs en catastrophe pour le trouver. Et celui qui, etc., tu vois, il y a une cascade de problèmes qui se mettent en place. Produits dérivés, on ne va pas passer la soirée dessus, mais quand même pour comprendre, c'est pas très difficile en réalité, produits dérivés. Il y a entre deux, c'est une forme de pari. Alors toi, tu fais tous les jours des paris, tu es propriétaire de voiture ou tu as une maison. En fait, toi, tu fais un pari. Tu fais un pari avec ta société d'assurance, et c'est du pari que éventuellement, ça pourrait bien arriver que tu aies un accident, ou ça pourrait très bien arriver qu'il y ait le feu à la maison.
Et tu es prêt à prendre ce pari. Et donc, si jamais ça arrive, tu entends bien que la société d'assurance va te payer. Tu vois. Donc, et la société d'assurance, elle fait le pari exactement inverse. C'est-à-dire qu'elle compte bien que toi, tu ne feras jamais d'accident et que ta maison, etc. De sorte que tu vas gentiment payer tes primes tous les mois et qu'elle ne te paiera jamais rien. Quoi, tu vois. Ouais. Donc, un produit dérivé, c'est exactement la même chose. Ce sont des produits financiers où un fait un pari que les choses financières vont évoluer dans un sens et l'autre parie que les choses financières vont évoluer dans un autre sens. C'est quoi les choses financières? Ça peut être l'évolution de la bourse, ça peut être l'évolution des taux d'intérêt, ça peut être l'évolution des taux de change, ça peut être l'évolution de toutes sortes de trucs. Ouais, Tu on vois. fait des dérivés sur n'importe quoi. Voilà, tu fais Et des n'importe quoi. dérivés de dérivés. Et tu fais des dérivés de dérivés, et tu fais toutes sortes de choses. Donc, tu fais tout simplement, toi, tu penses que l'avenir va se dérouler d'une certaine manière, et quelqu'un d'autre en face de toi pense le contraire, et ça tombe bien, et l'un dans l'autre, chacun est prêt à couvrir la vue différente qui est des autres. C'est du jeu en fait. C'est un casino, jeu, quoi. c'est une forme de couverture, c'est de la spéculation. Parce que toi, tu es peut-être tout à fait un parieur. Par exemple, toi, tu achètes du blé. Tu es boulanger, tu n'as rien à faire de spéculation. Toi, tu es acheteur de blé, tu as intérêt à te dire, bon, j'aime autant pas avoir de... Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Variation du Voilà, l'Ukraine, machin truc. Moi, je veux être sûr que mon blé, dans 6 mois, il me coûte autant. Donc voilà. Moi, je suis prêt je m'en fiche, je suis prêt à payer un certain montant tant qu'on me garantit mon Ouais, prix. je comprends. Et puis l'autre, qui est spéculateur, qui se dit, ben, parfait, lui, il est prêt à payer ce prix-là, formidable, parce que moi, je suis tout à fait convaincu que le prix du blé va plonger. Et donc, si lui est prêt à payer un prix aussi élevé, ben, je vais prendre le pari avec lui, le pari inverse. Bon, bien sûr, si toi tu gagnes, bon, entre guillemets, tu es content parce que toi tu l'as acheté comme couverture et lui il l'a acheté comme objet de spéculation. Alors s'il s'est trompé dans son pari, ben, pas de chance, il perd de l'argent. Et puis s'il a eu raison parce que le prix du blé a fondu, ben, tant mieux pour lui, il se met tout ça en poche. Donc Ouais, tu vois, c'est ça. on comprend enfin, je comprends Là, très bien tu vois, les produits dérivés, c'est ça. la préoccupation de quelqu'un, comme l'exemple que tu viens de donner, Voilà. qui souhaite stabiliser le Voilà. prix Ouais. de sa farine pour les mois à venir. Je comprends bien. Après, c'est sûr que quelqu'un, et ce qui me choque, c'est finalement que ici on parle de gens qui n'ont rien à faire de ce qui se passe au niveau du sous-jacent. C'est-à-dire du blé, où ils en ont rien à faire. Ils veulent juste utiliser ça comme quelque chose qui peut avoir une certaine activité, donc qui peut générer de la volatilité, donc c'est-à-dire des variations importantes, pour pouvoir être plus malin qu'un autre et Mais gagner. de leur point de vue, Vincent, ces personnes-là te rendent un service. Tu vois, ils n'ont pas si mauvaise conscience que ça, tu vois, parce qu'ils se disent, ok, toi tu as un besoin, tu veux être couvert, et moi je suis une bonne personne, je suis prêt à couvrir. Donc, bien sûr, ok, je prends Tu un veux dire risque. celui qui va me le vendre à moi? Oui, celui qui est prêt à couvrir le risque, donc il te stabilise le prix, que ce soit bien sûr des taux d'intérêt, des taux de change de devises, tout ce que tu peux imaginer. Hein, donc il y en a un qui a éventuellement besoin d'assurance, comme je viens de te donner l'exemple avec ta maison, ta voiture. Toi, tu veux tout simplement avoir l'assurance que s'il y a un problème, ben, hop là, c'est réglé. Je ne veux pas le savoir s'il y en a un autre qui est prêt à prendre le risque pour moi, tant mieux. Et puis celui qui prend le risque, lui, il n'a pas forcément si mauvaise conscience, puisqu'il se dit, moi je rends service à Vincent. Tu vois, je suis pas si mauvais que ça, je suis pas si mauvais dans l'âme, hein, tu vois. Non, mais c'est pour te dire que C'est pas de dire qu'il y a c'est pas quelqu'un qui est bon ou qui est c'est mauvais. Hein, c'est une question de point de vue, tu vois. Donc c'est pour ça que bon. Encore une fois, Il y a, ça oui, reste ce qu'on disait au début. c'est ce qu'on disait au début. C'est pas nécessairement que tu as un groupe de bons et puis un groupe de très mauvais, que des méchants spéculateurs qui ont tu vois, le mal dans l'âme et qui n'ont qu'une envie, c'est de te sucer. De leur point de vue, il y a un peu de ça, mais ils peuvent te dire que bah non, ils rendent service aussi à la société. Non, moi ce qui vraiment m'interpelle, c'est à partir du moment où il n'y a vraiment aucun lien. Justement, moi je comprends le boulanger qui va stabiliser son bien prix sûr. de la farine. Je comprends moins ceux qui de toute façon ne savent même pas de quoi on parle, mais c'est simplement un produit X ou Y qui s'appelle blé, qui s'appelle n'importe quoi, et on va jouer et on va jouer avec quoi. Après, moi, j'aimerais faire le lien peut-être sur Oui. l'actualité, Bien sûr. l'actualité, et notamment en prenant l'exemple de l'électricité, le prix de l'électricité. Oui. Donc ça, c'est à mon avis quand même intéressant parce que l'électricité, à un moment donné, il me semblait qu'elle était produite, il y a des machines qui s'occupent de tout ça, et d'un seul coup, ça augmente, mais de manière astronomique.
alors que quelque part on n'a pas trop détruit ces machines, ou peut-être qu'il y en a qui se font. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, est-ce qu'on de nouveau c'est la bourse qui a joué là-dessus, c'est des produits spéculatifs? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que quelque chose qui semble être matériel, en tout cas qui est dans un cadre fini, on en prend une certaine quantité d'un seul coup, on en peut en avoir moins, et puis ça prend des proportions incroyables au niveau des prix. Bah bon, moi je suis pas un spécialiste des marchés de l'électricité, Laurent, mais une première remarque qu'il faut se faire, c'est que si il y a des échanges extrêmement importants qui se font sur les marchés d'électricité, une question en amont qu'il faut se poser, c'est d'où vient l'argent. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'argent tout d'un coup qui rentre sur ces marchés de l'électricité, quoi? Qu'est-ce qui fait? Donc d'où vient cet argent? Je veux dire, s'il n'y avait pas eu des masses d'argent, peut-être qu'il y en avait qui avaient envie de le vendre plus cher, mais si personne n'avait de l'argent pour le payer plus cher, forcément que, tu vois, les prix ne seraient pas montés. Hein. Donc s'ils sont montés, c'est qu'il y a il y a des acheteurs qui ont des moyens d'acheter, et les vendeurs qui ne demandent pas mieux que et qui se disent c'est le moment de leur fourguer plus cher. Hein, Donc il y a évidemment une composante spéculative, pour le dire clairement, hein, c'est-à-dire qu'il y a des masses de capitaux qui ont été créées par les dettes. Hein, on revient un peu au début de notre conversation. Et cet argent, si tu veux, il voit bien, ok, dans les bourses, comme je t'ai dit, ok, à un moment aussi, tu atteins un certain sommet stratosphérique, on est très déconnecté de la réalité économique. À un moment même, on se dit, tiens, ça va peut-être pas encore aller beaucoup plus haut. Quels sont les besoins fondamentaux des gens? Alors, il y a des besoins fondamentaux, c'est la nourriture. Parce que les gens ont toujours besoin de manger. Donc ça, c'est pour des marchés financiers. Là, je suis tout à fait cynique, hein, mais là, il n'y a pas d'âme. Hein, donc, non, il n'y a pas d'âme. Il n'y a pas d'âme. Hein, donc, s'il y a beaucoup d'argent, là où il y a une demande garantie, c'est la nourriture, par exemple, ou l'énergie. Il faut bien que les gens se chauffent, etc. Donc, je veux dire, alors oui, il y a des facteurs géopolitiques, il y a tout ce que tu veux, mais il y a une composante spéculative très forte, évidemment, qui se met dessus. Hein, donc, ça, c'est parce qu'il y a de l'argent qui cherche à se placer quelque part, quoi, tu vois. Donc, et cet argent a été créé comment? Par le système financier des dettes, et les systèmes financiers des dettes, par le mécanisme de l'intérêt, etc., on en reparlera peut-être bien, mais il obéit à des lois exponentielles. Alors l'être humain, toi, moi, nous, on est très bien pour ce qui est du linéaire. Alors c'est 2 fois plus grand, 3 fois plus grand, 5 fois plus grand, ça, on visualise encore bien. Mais on arrive à le gérer. On arrive à le gérer, c'est quelque chose qu'on sent, quoi, on le sent bien. L'exponentielle a beaucoup plus de mal, parce que d'abord, la courbe d'exponentielle, si tu veux, au départ, elle est très douce. Elle est inférieure à la courbe linéaire, donc c'est assez insensible, on ne se rend pas trop compte. Puis à un moment, ça se coupe, et puis ça augmente, et ça accélère, et ça s'emballe, quoi. Et cette accélération, cet emballement, certes, on comprend que ça emballe, mais on n'arrive pas à le quantifier, parce qu'on n'est pas c'est pas notre mode de fonctionnement. Donc du coup, on n'arrive pas à le percevoir. Et l'intérêt, c'est ça le problème, c'est que à un moment, ça, on a envie de dire, ça perd le contrôle, le truc. On en crée, et ça en crée de plus en plus, ça entraîne d'en créer encore plus, de plus en plus. Tu parles de la création de monnaie. Parce que tu as cité le mot intérêt. C'est un point dont on n'a pas parlé jusqu'à présent. On n'a pas parlé jusqu'à présent. La place de l'intérêt, de la perception d'un taux d'intérêt. Ah oui, c'est fondamental. Pas dans toute l'histoire peut-être comme tu l'as expliqué tout à l'heure, mais il y a quand même un moment donné où finalement cette notion de l'intérêt qu'on peut comprendre. Moi personnellement, je peux comprendre que si tu as besoin d'argent, je te prête de l'argent, donc du coup je vais m'en priver pendant 1 an, je vais te dire, écoute, rends-moi un petit peu plus. Quelque part, d'une certaine manière, c'est normal, je t'ai rendu un service. L'intérêt couvre un service que je rends. Ça, mais je suis sûr que c'est pas ça. C'est pas ça que l'intérêt couvre. Vincent, ce que tu dis, c'est exactement en fait l'argument des livres, si tu veux, c'est l'argument tout à fait officiel et exactement la manière dont tu présentes. Alors maintenant, si on avait ici des enfants de 10 ans ou de 5 ans, hein, et tu leur parlerais de cette histoire-là, et tu leur dirais, écoute, voilà, je vais te donner quelque chose, hein, voilà, je vais te donner quelque chose, puis dans 2-3 jours, je veux que tu m'en rendes la même chose, mais encore plus. La même chose, je veux que tu m'en rendes encore plus. Un enfant va spontanément dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pourquoi que je dois t'en redonner encore plus de la même chose? C'est un drôle d'échange, ce truc-là. C'est vraiment un truc très bizarre. Ça ne semble pas naturel. Et en fait, dans la nature, il n'y a aucun échange de cette nature, où une chose est donnée
est rendu la même chose mais en quantité supérieure. On échange des choses différentes, mais pas comme ça. Ce n'est pas un processus naturel. Et ce qui est en plus intéressant, c'est que toutes les grandes religions donc, l'ont toutes strictement interdites. Aussi bien l'islam que le judaïsme que le christianisme, fondamentalement. Et même les grands philosophes, si tu lis Aristote ou Platon, ils ont écrit là-dessus sur le phénomène, sur le mécanisme de l'usure. Ils l'ont absolument, vraiment condamné fermement. Pourquoi? Et c'est l'heure maintenant du conte. Parce que on arrive au Facebook Time, c'est l'heure de la petite histoire. C'est la petite histoire. Allez les enfants. Alors voilà, c'est l'histoire d'une île. Pascal, la fameuse île. L'histoire de la fameuse île. Donc là, c'est une belle histoire. Allez. Donc voilà, il y a une petite île et les gens vivent tous bien heureux sur l'île, mais ils n'ont pas l'argent. Ils font du troc. Alors bon, c'est pas toujours facile, mais bon an, mal an, on s'entraide, on s'entend, on se connaît tous. Le pêcheur échange son poisson contre la viande, patati patata, ils font du troc et un jour sur cette île arrive un grand bateau. Un beau bateau. Et puis il descend du bateau un homme en noir, très bien habillé, et il se présente, tout le monde vient voir qu'est-ce que c'est ou quoi. Et il a un grand coffre en même temps. Et il dit aux gens, mais chers amis, je vais vous rendre un immense service. Parce que je comprends que la civilisation ne vous a pas encore touché. Et vous faites encore du troc ici. D'accord? Et évidemment, c'est pas toujours facile. On va parler des problèmes du troc, mais maintenant j'ai la solution. Je vais distribuer à chacun d'entre vous 100 pièces d'or. Et vous allez pouvoir l'utiliser pour faciliter votre troc. Vous allez voir, l'or, c'est un formidable facilitateur de troc. C'est un service considérable que je vous rends. Je reviens dans une année et je veux que chacun d'entre vous, vous me rendiez 110 pièces d'or pour l'énorme service que je viens de vous rendre. Et alors les gens disent, c'est un peu bizarre cette histoire, parce que il y a un nombre fini de pièces. Ne vous inquiétez pas de ces questions-là, c'est pas grave. Vous allez voir les avantages du système et vous allez vous arranger. À la fin de l'année, je reviens et chacun d'entre vous, vous allez me donner 110 pièces d'or. Parfait. Et le bonhomme repart dans son grand bateau. Puis les gens commencent à utiliser les pièces d'or pour faire... formidable, mais ça marche beaucoup mieux. C'est génial. C'est génial. Ça facilite les échanges. Ça facilite les échanges. J'ai plus besoin de mettre mes pommes, de me demander mes coquillages, mais tout ça, fini, formidable. Et au début, tout le monde est content, c'est l'euphorie. Tout va bien. Puis les mois passent, puis tout d'un coup, tout le monde commence à se dire non, mais il va arriver. Il va bientôt revenir dans une pipe. Je fais mes comptes. Combien est-ce que j'en ai? Là, j'en ai 90, 80, j'en ai 120, trop cool, 16, etc. Puis tout le monde commence à se regarder un peu avec méfiance, quoi. Ah oui. Celui-là, il en a 120, tu sais, merde, moi j'ai pas le compte, quoi. Alors là, on est déjà plus dans l'entraide et la collaboration, on n'est plus dans cet esprit. On est déjà un peu plus dans l'esprit de la compétition. Parce qu'il va nous falloir avoir nos 110 pièces d'or. Ouais, sinon, on imagine qu'il y a bien une et il faut sentence qui bien va les tomber. prendre sur ceux qui les ont injustement accumulés. Donc, la bisbrouille commence et finalement, bam, le jour arrive, le bonhomme vient avec son coffre vide, le grand bonhomme, et il dit, bon, allez hop, les premiers qui ont les 110 pièces, voilà, merci, c'était formidable, merci beaucoup, par hasard on ne pourra pas les garder, on verra plus tard, ok, paf, 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 puis évidemment, mécaniquement, il y en a qui arrivent qui n'ont pas les 110 pièces d'or, voire même 90, 80. À ce moment-là, le bonhomme dit, oui, bah bon, je vous ai rendu un grand service, vous ne me payez pas pour le service, bon, bah, je vais donc devoir me servir. Je vais donc prendre ici des pommes, je vais prendre votre maison, je vais me servir, puisque vous n'avez pas été capable de me rembourser. Ouais. Ben voilà, vous n'avez pas été capable de me rembourser, c'est tout. Donc, morale de l'histoire. Avec le système de l'intérêt, que s'est-il passé? Nous avons une situation où avant les gens étaient coopérés, la situation a augmenté, la compétition a augmenté, si tu veux. Ensuite, on a eu un deuxième phénomène. La compétition qui n'est peut-être pas une mauvaise chose en soi. Oui, si mais elle permet de se dépasser. tout à fait, Mais le concept d'entraide a diminué dans le sens que forcément, on peut moins s'entraider parce que bon, tout ça, ça a un coût. Et moi, j'ai besoin à la fin de l'année d'avoir mes 110 pièces. Ouais, c'est une perte de temps, quoi. C'est une perte de temps, voire même d'argent. Parce que est-ce que je vais lui donner du bois comme ça? C'est bien sympathique, il va même pas pouvoir me donner des pièces d'or. Oh, comment je vais faire moi, pour avoir mes pièces d'or? Bon, alors il faut quand même apprendre, il devra un peu apprendre à se débrouiller tout seul, celui-là, tu vois.
Je ne peux pas donner comme ça si facilement, Ouais. etc. Et puis, concentration de richesse. C'est-à-dire qu'il y en a, à la fin de l'année, qui ont beaucoup de pièces et d'autres qui en ont beaucoup moins. Donc, au point de départ, tout le monde avait pareil. Et grâce, ou à cause du mécanisme de l'intérêt, il y a eu, après une année, un phénomène de concentration de richesse. Ah oui, oui. Et c'est exactement la racine du mal du système de l'intérêt. C'est mon point de vue, mais voilà, c'est précisément pour ça que les grandes religions l'ont condamné, ou beaucoup, parce que c'est un mécanisme qui est tout simplement, qui génère une accumulation de richesse dans ceux qui prêtent sur la plus longue période. Alors, tu sais, tout le monde connaît qu'actuellement 1,2% de la population mondiale possède 48% des richesses, 53% de la population mondiale ne possède que 1% des richesses. Tout ça, on le sait. Mais la question qu'on se pose jamais, et on devrait, c'est mais qui c'est ces 1,2%? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi là, ces jeux-là? C'est des super génies, c'est des Edison, c'est tous des Elon Musk, ils ont accumulé une fortune tellement extraordinaire parce qu'ils sont des grands capitaines d'industrie. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ça se fait, tu vois, pour qu'ils aient réussi à accumuler telle masse d'argent? Comment est-ce qu'on a un système qui est à ce point-là financier, à ce point-là inégalitaire, quoi? Oui, c'est ça, parce que avant que tu répondes à cette question-là, si tu as une réponse, La réponse, moi, ce qui me vient, c'est que déjà, ce qui me dérange un petit peu dans ce que tu dis, c'est déjà de faire référence au bien ou au mal, quoi. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Déjà, c'est quelque chose que moi, avec lequel je me sens pas à l'aise parce que les choses sont pas bien ou mal. Et ce qui me dérange aussi, c'est finalement que d'un côté, bien ce phénomène de stimulation qu'on peut appeler compétition, d'un côté, je le trouve assez sain parce que si moi, je me lève tous les matins à 7h30, que je vais bosser, que je vais dans le bois, que je vais couper du bois, que je travaille pendant 14 heures, qu'après je fabrique un outil et que je commence à dégager une valeur et que le fruit de mon travail me permet d'accumuler et que ce bois, je vais le vendre et d'accumuler de la richesse, je me dis, bah quand même, moi, j'ai des belles valeurs, je fais ça. Et donc j'accumule avec quand même, quelque part, une intention qui est bonne. Alors j'accumule vraisemblablement après, je sais pas, c'est sûr que si je donne cet argent à mes enfants, etc., que je le fais tourner, moi je me sens pas coupable de quoi que ce soit. Mais je sens dans ce que tu dis que finalement cette accumulation de richesse, elle n'est pas le fruit de justement de cet entrepreneuriat, de cette prise de risque qui c'est exactement paraît ça. normal, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. Quand je dis compétition, c'est pas compétition dans le sens, ok, il faut dépassement de soi, tout ce que tu viens de dire. Ouais. Je dis, c'est dans le sens que quand en début de la conférence, on a discuté, on a dit, voilà, tu vas à la banque, tu fais ton crédit, elle t'inscrit, crac, et tu as les 20 000 euros. Mais qu'est-ce qu'elle fait la banque? En fait, quand elle a fini de faire ça, elle te lâche dans le monde et elle te dit, ok, je viens de créer 20 000 out ex nihilo, et maintenant moi je vous lâche dans le monde parce que vous allez me rapporter 23 000. Alors les 3 000 en question supplémentaires, ils n'ont pas été créés. Les 3 000, je vous mandate pour les prendre de quelqu'un. Ah oui. C'est ça, c'est l'histoire de l'île. Hein. Je vous mandate pour les prendre de quelqu'un. Ah ouais. Il va falloir que vous me les preniez de quelqu'un. C'est ça le principe. Ah oui. C'est exactement ça qu'elle te dit la banque. Ouais, Moi je vous ai comprends. créé les 20 000 de rien, mais les 3 000, il faudra les chercher chez quelqu'un qui les a et qui les aura plus. Hein? Mais si tout le monde fait ça, tu comprends? Il y a un moment, forcément, c'est l'histoire de l'île c'est un peu simplifié, mais ça donne quand même bien l'idée. Ouais, C'est ouais. forcément, si tout le monde doit aller chercher chez l'autre les intérêts, nécessairement, puisqu'ils n'ont pas été créés, ils n'ont pas été créés, si tu veux. Hein, forcément, schluck, on les retire. Alors, Helmut Kreutz, qui est un économiste allemand, il est mort en 2017, il a fait une super étude très intéressante en Allemagne.
Et donc si tu prends C'est pour ça que tu as arrêté tes chiffres en 2017, quoi. Tu étais tellement ah ben non, c'est pas abasourdi non, de, ben, de la mort d'une Donc, arrêtez de grotte. donner des cours. non, c'est parce que j'ai arrêté de donner des cours. Voilà, c'est ça. Exactement. Et puis j'ai plus ni le courage, ni ça, Non, mais ça ça, me tout dégoûte ça, si ça tu veux, représente. de remettre à jour parce que de toute façon je sais très bien que ça va changer. C'est le Mais en métier. fait, là, ça n'a rien à voir. Il a fait cette étude et c'est très intéressant parce que c'est une étude très compliquée et c'est très rare. Il y a en réalité extrêmement peu d'études, enfin, voire quasiment pas d'études sur ce que je te décris. Donc il a décomposé l'Allemagne en 10 catégories de revenus par ménage, quoi. Donc bon, voilà, ceux qui ont Après, je ne peux peut-être Oui. pas aller trop là-dedans, Ouais, on c'est va trop pas aller, c'est technique. trop technique. Allez. Mais, Mais enfin, euh, bref, oui. Mais Merci. maintenant, je vais me mettre à la place, Ouais, tu ouais. sais, on est sur l'île, Oui, etc. oui, Je veux dire, restons sur ça, le- c'est quand même, d'un point de vue psychologique, ce qui s'est passé là, Ouais, c'est voilà. quand même majeur. Parce Tout que à fait. moi, je vais à la banque parce que j'ai envie de financer un bien, que ce soit mon maison. Ça Mhm. fait partie d'un besoin qui est essentiel. J'ai besoin d'avoir un toit, etc. Donc, Ouais. la banque m'offre un service, effectivement, de pouvoir Oui. matérialiser ce bien et qui va prendre Ouais. une forme physique. Mais d'une part, maintenant, moi, je vais quand même je dois quelque chose Mhm. à la banque. Oui. Donc, j'ai une crainte de ne pas pouvoir rembourser Bien chaque sûr. mois ce montant, déjà d'une part. Tout à fait. Donc là, quand même, je vis avec la peur qu'à tout moment, je peux perdre Mhm. ce bien parce que finalement, il ne m'appartient pas. Non. C'est un loyer que je paye à la banque. Oui, oui, bien sûr. Il ne Absolument. m'appartient pas. Tout à fait. C'est juste que j'ai déplacé, c'est à l'argent que je dois payer ce loyer à la banque. Donc, donc ça me motive ou ça m'invite à aller chercher cet argent quelque part. Voilà. Mais en plus, maintenant il y a ce truc plus vicieux, Ouais. c'est que non, c'est pas juste ce montant-là, mais c'est beaucoup plus finalement. Oui, Parce oui. qu'après 30-40 ans, c'est énorme comme C'est- chiffre. ah, bien sûr, ça peut être le double. Et donc en fait, ça doit développer en moi ça doit chercher des ressources supplémentaires pour créer des trucs peut-être qui servent à rien, qui peuvent me rapporter de l'argent. Et là, on rentre peut-être dans tout ce monde spéculatif où finalement, au départ, l'argent, c'est un moyen d'échange pour faciliter les trocs. Ouais. Et en fait, là, non, ça devient un truc, ben avec cette somme-là, c'est peut-être 100, ben je veux en avoir 130. Oui. Parce que finalement, la banque me demande 130. Mhm, mhm. Oui, tout à fait, Laurent, tu as absolument raison. C'est... Et aujourd'hui, on est exactement rendu à cette situation Oui, oui. où on crée toutes sortes de trucs qui ne servent strictement à rien pour compenser, en fait, peut-être ce manque. Oui, oui. Mais, Ça a créé, ça a généré en fait, ça a finalement perverti les comportements humains oui, Mhm. oui, parce que justement il y a eu, c'est venu toucher quelque chose de fondamental qui est la peur du lendemain, la peur de la suite, la peur de l'après. Bien sûr. Et surtout s'il y a des échéances qui Bien s'annoncent sûr, comme, bien sûr, bien sûr. comme tu dis, des remboursements, etc., qui d'une certaine manière, enfin je reviens là-dessus parce que j'aimerais bien aussi pouvoir être, je dis pas optimiste, parce que, mais malgré tout, enfin, je crois que c'est un peu le but aussi de nos, Oui, oui, de oui, nos bien sûr. conversations, Oui. c'est de clarifier, mais c'est aussi d'amener quand même, Oui. au moins des ébauches de solutions. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça permet quand même à un moment donné, voilà, bah, j'ai la possibilité c'est légitime de construire une maison, et puis je vais rembourser un petit peu plus, et quelqu'un va me le prêter. Donc, moi, je suis désolé, cette histoire qu'on appelle intérêt, fondamentalement, au départ, je ne peux pas me dire que c'est quelque chose qui est fondamentalement mauvais, parce que si je reviens sur cet exemple, bien, je te prête 100 euros, et enfin, je vais prendre une somme un peu plus grande, comme Ouais, ouais. ça, mais je vais te prêter 100 000 euros, mais ces 100 000 euros, pendant 10 ans, toi, tu vas les utiliser pour construire ta maison, mais moi, pendant ce temps-là, je ne peux pas les utiliser pour générer autre chose, pour moi-même lancer mon activité, etc., qui aurait peut-être quelque part dégagé des bénéfices. Donc je peux aussi légitimement me dire, bah, Pascal, tu me rendras un peu plus que 100, que 100 000, parce que moi, je m'en prive. Oui. Alors, on n'est pas dans le même système quand on est une banque et qui, elle, de toute façon, elle crée de l'argent. Oui. Donc, c'est pas comme si elle s'en privait. Et Bien c'est pour sûr. ça que c'est là où j'ai du mal. C'est que je comprends très bien le principe quand on parle d'homme à homme, de personne à personne. Mais à partir du moment où on parle avec une institution qui n'a plus du tout, c'est plus quelqu'un qui prête son argent. Et c'est là où je trouve que
pour moi, ça switch à partir du moment où l'être humain a créé voilà, une structure intermédiaire. Et dès qu'il y a une structure intermédiaire, alors il y a des dérives qui s'installent, quoi. Oui, donc bien sûr, ça c'est plus choquant quand, dans le système de la banque qui crée en plus de l'argent, donc c'est d'autant plus puisque ça lui coûte strictement rien de le faire. Et en plus, elle exige d'avoir un retour, elle ne s'est pas privée, donc c'est tout à fait l'exemple que tu donnes. Maintenant, tu pourrais très bien avoir un système où toi tu dis, ok, moi je suis désireux de t'aider, hein, donc quelque part, je vois que tu as besoin d'une maison, moi j'ai de l'argent, alors je veux bien te le mettre à disposition pour que tu puisses construire ta maison. Donc du coup, je me prive moi-même de certaines choses que je pourrais faire. Je ne vais pas pouvoir le faire puisque je te donne de l'argent. Mais je souhaite que tu me rembourses, bien entendu, le capital. Ça, c'est pas la question. Ouais. Ça, c'est bien entendu. Mais, par exemple, tu peux imaginer une formule de dire, OK, je fais ça, mais grâce à ta maison, j'imagine que tu vas du coup pouvoir avoir un bon travail, tu vas être plus stable dans la vie. Ouais. Et je veux, par exemple, pour les 10 à 20 années à venir, je veux simplement que tu me donnes 2% de ce que tu gagnes. Pour l'exemple. Ouais, ok, je comprends. Tu vois, là, on est dans un système où tu viens d'un coup faire un investissement en capital, si tu veux, comme tu l'investirais dans une société qui va te rendre des dividendes. Donc, c'est-à-dire que là, quelque part, la personne, tu prends un certain risque, bien entendu, mais d'un autre côté, tu prends de toute façon aussi un risque, puisqu'il aurait très bien pu ne rien te rendre. Ouais. Et ici, là, tu dis, si le bonhomme a une carrière formidable, je lui ai rendu un super service, je mise sur lui, ça va me rapporter au final peut-être beaucoup plus que si j'avais exigé un montant fixe qui est un système d'intérêt, quoi, tu vois. Donc ça, Ouais, et tu t'es intéressé quand même un tu tout t'es petit peu intéressé. à la personne, Voilà, ce qu'elle fait, et ce- tu lui as ce qu'elle prêté en te disant, il m'a l'air bien ce gars-là, il va avoir, c'est une forme entre guillemets d'investissement qui est plus du tout la même relation que voilà, bon, à la limite, et si tu me rembourses pas, de toute manière, ta maison, mon gars, je vais te la saisir, quoi, tu vois, parce que etc. Alors je m'en fous complètement. C'est pas la même démarche et c'est pas du tout ça revient un peu, ça ressemble beaucoup, mais on n'est pas du tout dans le même système et c'est pas un mécanisme de concentration de richesse, ça, tu vois. Ça, c'est un mécanisme extrêmement simple, en fait. Tu vois? Ça, Ouais, je comprends. c'est une autre approche, hein. Mais du coup, si on sort, Oui, je bon, propose, si on sort un petit peu de oui, toutes ces discussions et si on revient aux solutions. oui, ou même avant, Oui. ce que je voulais faire, c'est peut-être par rapport aux individus qui vivent cette Oui. situation. Oui, Enfin, voilà, on oui, peut oui, parler oui. que de nous et comme on disait au Bien début, sûr. ceux qui regarderont, qui regardent ou qui regarderont cette vidéo, on imagine que quand même on parle à des gens qui ont quand même la possibilité de faire un certain nombre de choix. Oui. Parce que moi, je ne connais pas les situations de chacun. On comprend bien qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui sont dans des situations assez compliquées, qui ne peuvent pas Bien sûr. faire Non. tous les mêmes choix. Mais ceux qui ont quand même la possibilité, eh bien, d'adapter un certain nombre de choses et d'essayer peut-être d'une certaine manière de, de- de comprendre un petit peu mieux ce qui est en train de se jouer. Parce que là, tout à l'heure, Laurent, tu parlais euh, d'un changement qui a eu lieu dans le comportement des gens. Mais finalement, on peut comprendre on peut imaginer que maintenant les gens sont touchés même au niveau psychique par rapport à ce qui se passe. Parce que si on parle de crise, si on parle d'augmentation des prix, quelque part, il y a cette peur et il y a des choses qui se jouent et qui pour moi, certainement, ont des impacts sur les comportements des gens. Alors j'aurais envie de dire, mais est-ce que finalement, c'est pas au niveau de sa posture personnelle de se dire, ok, attends, on entend toutes ces informations-là, mais si on faisait un peu une pause et qu'on essayait de voir, mais qu'est-ce que ça vient toucher en moi, quoi? Pourquoi est-ce que je me mets à agir comme ça? Pourquoi est-ce que je me mets à être dominé par ma peur? Pourquoi est-ce que je me mets à vouloir encore plus? Tu vois, comme l'exemple que tu donnais par rapport à Lille, ben, ok, non, on n'en est pas là, donc je ne dois pas essayer de prendre aux voisins, etc., parce que ma vie n'est pas en danger, quoi. Ben si, Ben, en fait, si, Vincent. inconsciemment, elle l'est. Inconsciemment, si, c'est ça le problème. C'est que, On vit inconsciemment avec cette peur oui, que ta vie est en danger tout le temps. Pour moi, ça, c'est moi qui ressens profondément les peurs. C'est la première peur. Tout le monde aujourd'hui, sans exception, a peur de ne pas avoir d'argent. Mais tout le monde, même les plus riches. Oui. Même les plus riches. Hein.
Ouais. Tout le monde a cette peur. Parce qu'on a créé un système qui génère en permanence cette peur. Oui. Et en fait, le message de tout ça, parce que c'est quand même 1h20 qu'on discute là-dessus, c'est que ça a été fait par des humains. Oui. C'est pas un truc qui tombe du ciel, c'est pas comme la nature, ça, quoi. c'est rigide, Non. on peut pas le changer. Non, c'est que des gens ont mis en place certaines règles qui font qu'aujourd'hui on en arrive là. Donc ça veut dire qu'on peut démonter ces règles-là pour changer beaucoup de choses en fait. C'est surtout ça. Donc maintenant, si on n'est déjà pas conscient de ce qui s'est passé et des changements potentiels, eh ben on va subir, accueillir ce qu'on nous propose. Ou alors à un moment donné, intérieurement, l'attitude qu'on va avoir, c'est oh, ce truc-là, on le connaît, on l'expérimente. Maintenant, on est en train de se péter de la gueule parce qu'on a besoin de le vivre dans notre corps, cette histoire-là. Mais qu'est-ce qu'on va nous proposer encore derrière? Est-ce que là, ça ne sera pas le bon moment de se dire, oula, attention, mais ça ressemble quand même encore à un truc qu'on nous a déjà présenté comme le truc merveilleux, le gars qui arrive sur son île avec son truc plein de pièces d'or, alors qu'il y a peut-être d'autres choses plus simples, c'est-à-dire revenons à de la simplicité, des moyens d'échange pour faciliter les trocs, peut-être d'avoir un capital comme des revenus de base, des choses comme ça. Oui. Et puis à partir de là, on commence à mettre de l'énergie à la bonne place, c'est-à-dire dans des vrais besoins essentiels pour lesquels on n'a pas encore réussi à couvrir ça pour tout le monde aujourd'hui sur cette planète. Et quand on voit on évolue dans ce sens-là, on se rend compte qu'on a besoin de ça, et ben on choisit de mettre cette énergie là, individuellement et collectivement, par petits réseaux, localement, etc. quoi. Bien sûr, tout à fait. Oui, non, mais Laurent, tu as absolument raison. Maintenant, Vincent, tu disais, ok, les gens, etc. Bon, c'est vrai, 1h20, on a expliqué beaucoup de choses. C'est déprimant un peu d'entendre tout ce qu'on vient de dire là. C'était pas le but de cette conférence que les gens. Mais d'un autre côté, il faut être lucide et conscient. D'autre part aussi, il faut se rendre compte que c'est un système, comme tu viens de dire, qui est. Toi, moi, ça sert à rien de commencer à imaginer que nous allons pouvoir, nous, à notre niveau, modifier ça. C'est une très grosse machine, quoi. Par contre, qu'est-ce qu'on peut À déjà... notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, c'est ça la question qu'on peut se poser. Voilà, Moi, à mon avis, à un autre niveau, qu'est-ce qu'on peut... Premièrement, il faut sortir de toute forme d'isolation. Je pense que c'est extrêmement important de développer un réseau de relations à travers des associations, peu importe, tu vois, mais de sortir de son isolement, parce que l'être humain est fondamentalement quelqu'un qui, en cas de crise, est prêt à entraider. Ça se démontre partout dans les histoires de guerre ou d'autres, quand il y a des situations d'urgence, quand il y a vraiment des situations désespérées, la grande majorité des gens sont tout à fait prêts à aider. Et ça aide aussi celui qui aide, quoi. Voilà. À condition, bien sûr, de ne pas être tout seul, abandonné dans sa maison, de ne connaître personne, parce que là, on est vraiment, si tu veux... donc, il faut essayer de vous... Mais c'est pas facile, puisqu'on est dans des sociétés où, justement, tout pousse à est-ce qu'on... Pour l'instant. Est-ce qu'on reste chacun... Bon. Donc ça, c'est un des buts de Vibrer Local, Laurent, bien entendu. Un des premiers points. Un des tout premiers points, tenter de... Voilà, exactement. De se connecter, quoi. De se connecter, de faire partie d'associations, peu importe, de ne pas être tout seul. Donc déjà, comme ça, si les situations difficiles viendront, on peut compter sur une forme d'entraide directe. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, c'est vrai qu'on est complètement sorti du concept de troc, parce que bon, voilà, on pense que c'est au Moyen-Âge, ce truc-là. Ouais, c'est ça. Mais On c'est pense pas que ce vrai. serait un retour en arrière. Mais c'est faux. C'est faux. On peut tout à fait de nouveau commencer à réfléchir en termes de troc. Alors c'est aussi un des buts de Vibrer Local grâce aux vibes, de faciliter les trocs. Bon, c'est toujours en cours de développement parce que petit à petit, avec nos faibles moyens, on progresse, mais bon, c'est une chose. Et puis aussi, donc voilà, de compter, si tu veux, sur une entraide locale à travers aussi le crowdfunding comme on l'a mis en place, par exemple, sur la plateforme. Parce que c'est un crowdfunding qui est donc local, sur lequel tu peux compter sur justement ce que je venais de dire en tout premier lieu, c'est ton réseau ou les réseaux de personnes qui t'entourent, qui te connaissent. Et là encore, les gens sont toujours prêts, il y a toujours une volonté d'aider ou de faire un petit geste, un petit quelque chose pour quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Pour une grande cause, ça c'est plus compliqué. Hein. Si on ne voit pas, on ne sait pas où va aller l'argent, machin, un truc, on ne comprend pas bien. Bon, déjà, par contre, si c'est parce que dans le village, machin, un truc, là ça c'est déjà tout à fait autre chose. Quoi. Donc là, on connaît la personne et donc
Ici, c'est aussi un module qu'on a mis en place. Bon, donc c'est des petites solutions que nous proposons à notre niveau, parce que voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, le fait de bien comprendre, comme tu viens de le dire, la réalité du monde, ben, on est déjà un peu plus préparé sur ok, ce qui peut se produire, on n'est pas si étonné de ce qui peut arriver, et sortir de son isolement. Bon, ça c'est moi ce qui me vient, hein. Maintenant je vous donne la parole. Là, ce moi, que je suis pas j'aime non beaucoup plus, dans ce que tu dis, Laurent, et j'ai noté que c'était vraiment quelque chose qui t'animait très très fort quand tu le disais, c'est vrai que à partir du moment où si on arrive, et moi ça m'est arrivé il n'y a pas encore si longtemps, on en discutait il y a quelques jours, toi et moi, vraiment d'arriver à nommer cette peur qui est inconsciente et qui est vraisemblablement totalement irrationnelle, cette peur du manque, cette peur de ne pas avoir assez, qui déjà de prendre conscience qu'elle est là, qu'elle nous anime, et qu'elle m'anime moi, et qu'elle nous anime nous d'une certaine manière, et peut-être un grand nombre de personnes, et de faire une pause, et de se dire, ok, mais d'où elle vient cette peur et en quoi a-t-elle quelque chose de rationnel? Déjà, ça permet un tout petit peu peut-être de se détendre et ça permet aussi ben, peut-être de consacrer une partie de son temps et d'ailleurs de ce temps que peut-être certains se disent ah mais moi il faut que je bosse encore plus, il faut que je fasse encore plus parce que j'ai besoin encore plus d'argent. Mais ce temps qu'on pourrait consacrer justement à faire du lien et à faire en sorte que ce petit cercle, et ça me fait penser à une petite citation de Maurice Cyrulnik que j'ai écouté l'autre jour, et qui disait qu'il est temps de recréer des cercles d'empathie. Oui, voilà. Parce que s'il y a bien quelque chose qui peut sauver, qui peut aider énormément dans des situations de crise, c'est justement l'empathie. Mais l'empathie, on ne peut pas l'avoir pour 1 million de personnes, c'est pas possible. Non. Ou pour 8 milliards de personnes. On peut l'avoir pour un petit groupe. Et donc, si on a cette capacité d'empathie, à partir du moment où on a nommé cette peur, on peut se détendre par rapport à ça, eh bien développons l'empathie par petits cercles, et cette empathie, c'est peut-être ça la base de ce qui va nous permettre de s'entraider, de créer des choses ensemble, de réellement retisser du lien, pour ensuite pouvoir se dire, ah finalement, ok, mais globalement, de quoi est-ce qu'on a besoin? Et est-ce que ce dont on a vraiment besoin, est-ce que ça ne se trouve pas autour de moi déjà? Et alors, est-ce qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai pris le temps de me détendre par rapport à mes peurs, et que j'ai redéveloppé des liens d'empathie, et que je sais c'est quoi mes besoins, alors à ce moment-là, je peux me détendre et commencer à échanger, et commencer à dire, ok, ben toi, donne-moi du bois, je te donne des pommes. J'ai pas besoin de savoir que normalement, je devrais te donner une tonne de pommes pour une tonne de bois. Ok, on échange, de toute façon, j'ai juste besoin, moi, de 5 stères pour me chauffer cet hiver, et toi, tu as besoin de 50 bouteilles de jus, et c'est bon, quoi. Et ça, pour moi, c'est tout un travail qui fait qu'on n'a pas, on ne change rien au système global mondial, mais au moins, on change notre propre vécu dans le rayon, là où on vit, quoi. Tout à fait. Avec quand même un tout petit peu plus, eh bien, je sais pas, une forme de sérénité dans la manière dont on vit, quoi. Après, moi je te rejoins complètement sur ce que tu dis, notamment l'approche intérieure que tu vas avoir par rapport à la peur, essayer au moins de la ressentir, de la conscientiser, ça c'est une des étapes. Mais pour moi, la peur n'a jamais été un frein, au contraire, c'est un moteur. La peur nous indique que c'est comme de l'eau qui stagne. Tu es en train de stagner, en fait, dans un comportement qui n'est pas bon pour toi. C'est ça la peur. La peur, par contre, elle te présente un objet qui semble être ta peur, et tu as l'impression que tu vas devoir détruire cet objet, le transformer, l'éliminer ou faire quelque chose avec, alors que c'est juste un symbole qui t'amène à dire non, tu stagnes en ce moment autour de toi, et peut-être par rapport à cet objet-là, mais tu peux transformer cet objet, tu peux aller vers cet objet qui va t'amener à bouger à l'intérieur de toi, ramener de la vie. C'est l'eau qui commence à bouger, circuler, quoi. Ouais. Et moi, là, j'en reviens avec l'argent. C'est-à-dire, le réflexe, c'est, moi, j'ai ma peur, je dois combler cette peur par avoir toujours plus, c'est-à-dire le profit. On n'a pas encore prononcé ce mot-là. Vous imaginez, après 1h30, on parle, on ne l'a pas prononcé. C'est vrai. Alors que inconsciemment, c'est tout de suite ce qui vient derrière. C'est que je veux gagner plus, donc c'est faire du profit. Et bien, de se dire, pour combler ma peur du manque d'argent, donc je veux plus, ça, c'est l'objet symbolique.
eh ben, je vais essayer d'avoir plus d'argent. Donc, je vais trouver tous les moyens possibles pour. Et en fait, finalement, je reste toujours dans mon eau stagnante. Ouais. Et donc, ce que je fais, ben, je vais dans les produits spéculatifs, dans les fonds de pension, tous ces Et trucs-là j'ai des qui comportements qui déviants. sont déconnectés du Oui, monde oui, réel, Oui, tout à fait. déconnectés des noyaux locaux, comme tu viens de Tout à dire, fait. déconnectés des réseaux d'empathie. Puisque je m'en fous, je balance ça sur le net quelque part, je sais pas ce qui va arriver, mais tout ce que je veux savoir, c'est que mon compte Voilà. en banque, il augmente. C'est tout. C'est ça. Pour combler cette peur. Et bien peut-être le réflexe, c'est de se dire, mais j'ai de l'argent, j'ai de l'énergie qui stagne aussi. Mhm. Pourquoi ne pas l'utiliser pour créer de la valeur humaine autour de moi, dans des petits La projets mettre en locaux, mouvement, quoi. des petites choses qui Oui. vont peut-être pas me rapporter plus financièrement, mais tellement plus en termes de valeur humaine, Exact. de chaleur humaine, d'épanouissement, quoi. Et on est rendu pour moi à cette étape de sortir de ce monde virtuel si tentant pour apaiser nos peurs, pour revenir dans le monde concret. C'est de l'énergie, on est sur notre île, en quoi on peut avec cette énergie-là faire du beau sur notre petit réseau local. Voilà, oui, tout à fait. Faire en sorte qu'on vive mieux ensemble, quoi. Oui, oui, exactement. Et ça, c'est à notre échelle, tu vois. Ça, on peut le faire. Parce que changer tout un grand système financier, partir dans la rue avec des pancartes et on veut ci, on veut là. C'est une énorme énergie, mais finalement, Ouais, c'est voilà, c'est à notre échelle et puis surtout, c'est à notre échelle. et ça, surtout ça nous rend acteurs, voilà. acteurs conscients et responsables de ce qui nous arrive et de ce qui peut nous arriver de bien, par opposition à, si on revient quand même un tout petit peu, finalement, on vit quand même dans un monde dans lequel on va faire en sorte que on va dire à ceux qui ont peur, c'est normal, on comprend que vous ayez peur, et on a la solution. Et la solution, c'est ceci, ceci. Et on va mettre en place des mécanismes qui vont aider, entre guillemets, les gens, mais qui ne vont pas augmenter leur propre capacité d'autonomie, leur propre... Parce que l'autonomie, dans la société de manière générale, beaucoup n'en veulent pas de l'autonomie, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit dans sa capacité de gérer ses propres émotions et ses propres comportements. On n'en veut pas parce que ça fait très peur. Et ici, l'enjeu et vraiment le côté positif dont on peut en retirer, ben, c'est d'aller vers plus d'autonomie. Mais pour ça, ben, oui, il faut c'est bien à un moment donné de se responsabiliser, de se dire qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux moi aller vers ça, et comment je peux me mettre en mouvement, et pas attendre que quelqu'un fasse Voilà. quelque chose pour moi, Voilà. et surtout quelqu'un qui va croire, parce que tu parlais du système financier qui est totalement globalisé et interconnecté, Oui, oui, oui. mais il y a plein de choses qu'on essaye de globaliser, et on va faire croire que on a la solution pour vous, et c'est la même solution pour tout le monde. Bah oui, non. Et tout le monde va faire ça. Voilà, oui. Et tout le monde va avoir ce comportement-là. Et ben non, c'est faux. Bien sûr, Parce que penser que tout le monde est le même, c'est c'est dramatique. c'est nier ce qu'est réellement un être Tout à humain. fait. Parce que les êtres humains, on est tous semblables. Mais Parce qu'on est des êtres humains, qu'on est sur cette planète à ce moment-ci, et toi et nous Ouais. ici, on est semblables. Mais on n'est pas les mêmes. du tout. Et on n'a pas les mêmes, on a certains besoins de base qui sont les mêmes, mais on n'a pas les mêmes comportements, on n'est pas les mêmes face à telle et telle émotion, pas face à tel et tel nutriment. Tu vas manger un truc, tu vas manger des œufs, toi tu vas avoir ça, Ouais. et donc, et prendre conscience que on n'est pas les mêmes et que donc on doit apprendre à savoir qui je suis, qu'est-ce qui est bon pour moi, mais c'est aussi la base de que faire dans la situation qui nous arrive. Alors c'est pas ça qui fait qu'on va payer plus facilement directement Non. sa note d'électricité qui a doublé, hein. Ça, c'est sûr. Par contre, ça nous met peut-être dans une capacité différente de devoir interagir avec les autres. Et déjà dans les comportements humains, parce que quand tu payes pas ta note d'électricité, la solution, c'est pas d'aller chez le voisin, de casser le carreau et de piquer dans la bourse de la voisine, quoi. Non. Mais quelque part, c'est plutôt d'avoir les bons comportements entre humains, puisque c'est ceux-là qui vont rester, quoi. Tout à fait. Oh, oui. Bon, il est 1h35. 5. Ah, on a le temps filé à toute vitesse. Donc, idéalement, j'aurais aimé qu'on parle plus des Des solutions. Des solutions, c'est vrai. Mais en même temps, on va en refaire une, tout simplement. Parce que je crois que c'était quand même très important d'expliquer
de revenir dans le passé pour expliquer dans quelle situation on est aujourd'hui, et surtout vraiment pour tenter de faire passer comme message que tout ça, c'est le fruit de décisions humaines. Donc tout peut être transformé, et tout ça, ça s'est répandu au niveau global, mais si on y met des bonnes personnes avec suffisamment de sagesse, avec une volonté politique de changer les choses, on peut changer complètement les choses. Quoi. Oui, bien complètement sûr, bien sûr. Mais vraiment. Et pas, ça ne peut pas prendre non plus des milliers d'années, et moi je prends encore un bon exemple, je m'inspire toujours, en tout cas j'essaye de m'inspirer de la nature. Nous on a toujours tendance à regarder tout ce qui s'est passé de mal dans notre passé, et on ramène ça toujours dans notre présent. Alors que la nature, elle ne fonctionne absolument pas comme ça. Elle est full totalement dans le moment présent. Exemple, cet été, il a fait très sec. Et je regardais les pelouses dans les jardins à droite à gauche. Et tout était complètement cramé. Voilà. Okay. Donc tu regardes ça, tu inscris ça dans ta mémoire, comme quoi on est mal barré. Là. Il y a quelque chose qui... C'est foutu, là. L'herbe n'a jamais poussé. La nature, elle a eu 3-4 jours d'eau, de pluie. Et ben, tout est vert. Mais elle s'en fout qu'elle a cramé il y a 2 jours avant. Elle en a rien à foutre. Quoi. Absolument rien à foutre. Et la nature elle fonctionne exactement comme ça. Exactement comme ça. Donc, ce qui s'est passé derrière, ça s'est passé. Quoi. Maintenant, c'est que ce que je veux faire de ma pousse. Quoi. Est-ce que je veux l'arroser suffisamment abondamment pour qu'elle reste verte? C'est ça notre enjeu là maintenant. Là. Et il y a des solutions pour ça. Quoi. Et la prochaine vidéo qu'on fera, on parlera de petites solutions que nous, on a mis en place dans Vibrer Local, où c'est un réseau dans lequel on a mis nos propres règles, ce n'est pas des règles bancaires, pour pouvoir faire des échanges, avec une unité d'échange électronique qui s'appelle le Vibes, et puis en même temps financer des projets. Donc les 2 choses qu'on a abordées ici pendant cette 1h30 ensemble, eh ben, on a mis à notre petit, avec nos moyens, notre petit réseau, on a tenté de créer quelque chose qui pourrait servir de modèle, d'inspiration pour pouvoir être mis à une échelle plus importante. C'est vrai. Et ça, on pourra en parler la prochaine fois. Oui, tout à fait. Notamment. Oui, bien sûr. Je pense qu'on pourra en refaire une vidéo pour expliquer ça plus en détail. C'est vrai. Ça serait très, très bien de le faire. Ça me va. Ça va. Oui, en tout cas, moi, je pense pris que un rendez-vous là. si je parle uniquement de moi, ça m'a permis le temps qu'on a passé ensemble m'a permis de clarifier un certain nombre de choses et de naviguer entre un certain nombre de principes ou de mécanismes qui semblent être en place, qui écrasent et qui finalement restent des mécanismes humains. Et moi, la conclusion, c'est... que je retire, c'est que c'est vrai que tout ça existe, mais c'est aussi vrai, voire encore plus vrai, que j'ai la capacité, à titre personnel, de vivre un petit peu plus en harmonie avec des choses qui sont plus concrètes, plus proches de moi, et je peux plus facilement mettre de la conscience dans toutes les choses que je fais. Et je crois que ça, c'est un point, et comme je l'ai dit au début, si on parle à des gens qui ont la capacité de faire des choix, déjà, à chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on va décider d'aller travailler plus, qu'on va décider d'acheter telle chose, de faire tel acte, qu'on y mette au minimum un temps de réflexion et un temps de conscience, en disant, ok, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Est-ce que c'est un truc totalement inconscient, mécanique, parce que je pense que je dois faire ça, parce que j'ai une peur viscérale, ou ok, et puis je le fais, ou je le fais pas. Et c'est simplement un tout petit truc qu'on peut faire dans tout, avant de manger quelque chose, avant de dire quelque chose, avant vraiment pas se dire, ah mais ça il faut absolument que je le fasse, parce que, bah non, réfléchis 2 secondes, est-ce que vraiment tu dois faire ça, quoi. Et puis je serais ravi de parler en effet, de plus de Vibrer Local, du microfinancement, qui est d'ailleurs en prêt, qui est en déploiement maintenant, du Vibes, de comment les Vibes apparaissent, comment on peut après les échanger, et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme mécanisme un tout petit peu plus humain et respectueux, qu'on malheureusement on n'a pas trouvé dans les évolutions des systèmes dont on a parlé. Donc vivement la prochaine fois, et puis n'hésitez pas à réagir a posteriori, tous ceux qui vont regarder cette vidéo ou des morceaux de cette vidéo, parce que peut-être que 1h40 c'est beaucoup, mais voilà, ça. Voilà. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment, merci. Merci à... Et toi, Pascal? Moi aussi.
Oui, Qu'est-ce que oui. tu retiens, toi, de notre échange? Ah bah, je retiens de notre échange que le temps a passé très vite, qu'effectivement on avait prévu de parler aussi beaucoup des solutions, mais la mise en place du décor, voilà, bon, les questions qui ont été posées, je pense que c'était toutes des questions pertinentes que peut-être beaucoup de gens se posent. Donc c'était, voilà, le but n'était pas de, moi surtout pas, je ne voulais pas que les gens sortent de cette conférence tout à fait déprimés, Mhm. désespérés que oh là là, le monstre et la bête est trop grande, ouais, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas le but, mais au moins, bon, déjà d'avoir une meilleure compréhension pour pouvoir surmonter ses peurs, comme tu disais toi-même, Laurent, ne pas avoir peur de la chose. Et je pense que c'est une bonne idée de refaire peut-être une réunion complémentaire pour voilà, vraiment se concentrer sur les solutions. Et je serais ravi d'y participer. Merci. Merci. Et toi? Ben, moi, j'ai passé un très bon moment. Effectivement, le temps a passé super vite. Parler 1h40 de finance, en général, ça fait chier. Voilà. Mais non, en fait, là, je trouvais ça très fluide et très bien construit, hein. En tout cas, moi, je l'ai ressenti tel quel. Et j'ai beaucoup d'enthousiasme maintenant de se dire, OK, la prochaine, là, on va montrer qu'il y a des choses qui peuvent être faites, concrètes. Et de reparler de ça avec vous, c'est un grand plaisir. Et là, j'en profite vraiment pour remercier les gens qui nous ont regardés tout le long ou pendant ou à certaines étapes et qui vont encore nous regarder parce que cette vidéo va rester bien sûr Facebook. Mais je vais aussi aller la publier sur YouTube sur notre chaîne Vibré Local. Comme ça aussi, d'autres personnes pourront être touchées. Alors, Voilà. ben voilà. Alors, À très bientôt. À à très très bientôt. bientôt. Merci Et beaucoup. merci encore. Merci. Bye. Bye.